Bienvenue chers invités et bienvenue au Sympaquarium. Ici, vous allez pouvoir admirer les créatures marines et océaniques les plus dangereuses qui soient, mais ne vous laissez pas induire en erreur par ce que j'ai dit. Il est fort possible que vous croisiez l'une de ces créatures sous-marines lors d'une banale promenade à la plage. Alors, regardez-les attentivement dès maintenant et vous pourriez bien éviter le pire. Est-ce un poisson ou un vieux caillou? Ce que tu observes est communément appelé le poisson-pierre, ou encore cynancée pour les intimes. Si tu aimes la plongée et l'observation des fonds marins, tu en as peut-être déjà croisé un sans même t'en apercevoir. Son apparence fait qu'il est presque impossible de le distinguer de n'importe quelle autre pierre, en raison de sa coloration grise et de son aspect tacheté. Surtout si tes lunettes de plongée sont un peu embuées. Enfin, tu ferais mieux de faire attention car sinon les conséquences pourraient être fâcheuses, puisque les poissons-pierres sont parmi les plus venimeux qui soient. Bien que certains types de poissons-pierres soient connus pour vivre dans les rivières, la plupart d'entre eux résident dans les récifs coralliens près des tropiques des océans Pacifique et Indien. Les épines de leur nageoire dorsale, en forme d'aiguille, se dressent lorsqu'ils se sentent dérangés ou menacés et injectent le poison qu'elles contiennent. La raison la plus courante des piqûres de poissons-pierres est que les nageurs marchent dessus sans s'en rendre compte. Cependant, il n'est pas nécessaire de se trouver dans l'eau pour se faire piquer. Comme ils peuvent survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures, tu devrais aussi faire attention où tu marches quand tu vas à la plage. Les personnes qui se sont faites piquer par des poissons-pierres décrivent cela comme une expérience extrêmement pénible. Ce venin peut entraîner des infections, et dans certains cas, il est connu pour avoir résulté en un état de choc, voire une paralysie. Cela peut sembler surprenant, mais en dépit de sa mauvaise réputation, le poisson-pierre est tout à fait comestible, s'il est préparé correctement. Lorsque le poisson est cuit, son venin se décompose. Et si ses nageoires dorsales, qui sont la principale source de son venin, sont retirées, le poisson-pierre cru peut aussi être servi en sashimi. Cette créature peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. Dis bonjour à la pieuvre à anneaux bleus. Ne te laisse pas abuser par sa petite taille, qui peut aller de 12 à 20 cm en comptant les tentacules, car ces petites bêtes sont bourrées de venin, capables d'affecter jusqu'à 26 personnes en quelques minutes. Tout comme les poissons-pierres, les pieuvres à anneaux bleus se trouvent dans les océans Pacifique et Indien, du Japon à l'Australie. Elles vivent généralement dans les récifs coralliens et les zones rocheuses du fond des mers. On peut aussi en trouver dans les mares résiduelles, les herbiers marins et les lits d'algues. Les pieuvres à anneaux bleus ne sont pas agressives par nature. Lorsqu'elles ne sont pas en quête de nourriture, comme des crabes et des crevettes, ou à la recherche d'un partenaire, elles se cachent souvent dans les récifs marins, les coquillages ou les crevasses. Ce n'est que si elles sont provoquées, acculées ou saisies à pleine main qu'elles deviennent dangereuses pour l'homme. Lorsqu'elles sont menacées, elles prennent une couleur jaune vif et des anneaux bleus iridescents apparaissent sur tout leur corps, en guise d'avertissement à leurs prédateurs potentiels. Leurs piqûres passent généralement inaperçues. Tu ne pourrais donc pas te rendre compte que tu as été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Le venin d'une pieuvre à anneaux bleus peut provoquer des vertiges, ainsi qu'une perte d'essence et des capacités motrices. Et finalement, la paralysie. Alors, vaut mieux garder tes mains pour toi et reculer en vitesse si tu en vois une. Non, ce n'est pas un bouquet de fleurs, alors n'essaie pas de cueillir et de sentir une de ces choses rosâtres en forme de cube. Ce qui se trouve devant tes yeux est un animal marin appelé l'oursin-fleur. Il a peut-être l'air magnifique, mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Il a été nommé l'oursin le plus dangereux dans le Guinness Book des records en 2014. Les oursins-fleurs habitent les zones tropicales du bassin Indo-Pacifique et vivent généralement dans les récifs coralliens, les rochers, le sable et les herbiers marins à des profondeurs de 0 à 90 mètres. Leur caractéristique la plus remarquable est leur pédicellaire, qui sont des organes défensifs en forme de griffes, que l'on trouve aussi chez les étoiles de mer. Ce qui les différencie de tous les autres oursins est le fait que leurs pédicellaires sont, comme leur nom l'indique, en forme de fleurs, et généralement de couleur blanc-rosé à blanc jaunâtre avec un point central violet. Cachés sous ces fleurs, ils disposent également d'épines courtes et émoussées. Bien que de nombreux oursins délivrent leur venin au moyen de ces épines, les oursins-fleurs le font au moyen de leurs pédicellaires ou fleurs. Si elles ne sont pas dérangées, les extrémités de ces fleurs présentent généralement une forme élargie en coupe ronde. Leur surface dispose de minuscules capteurs avec lesquels ils peuvent détecter les dangers. Et lorsqu'elles entrent en contact avec de telles menaces, ces fleurs se referment immédiatement et commencent à injecter leur venin. Ce qui est curieux, c'est que les petites griffes de ces fleurs peuvent parfois se détacher de leurs tiges, s'accrocher au point de contact et continuer à injecter du venin pendant des heures à quiconque les a touchées.
On dirait une flaque géante de glace à la framboise fondue, non? Tu aimerais bien, sauf que c'est une méduse à crinière de lion, aussi appelée cyanée capillaire. Elles sont connues pour préférer les eaux froides. C'est pourquoi on les trouve principalement dans les océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Mais il est également possible de les apercevoir autour des îles britanniques et dans les eaux scandinaves. La méduse à crinière de lion est l'une des plus grandes espèces connues de méduses. Elles doivent leur nom à leurs longs tentacules, semblables à des cheveux, qui peuvent atteindre une longueur de 3 mètres. Et bien que le diamètre moyen de la cloche d'une méduse à crinière de lion soit d'environ 50 cm, elle peut parfois atteindre un diamètre de plus de 2 mètres. La plus grande méduse à crinière de lion jamais observée a été vue en 1865 au large des côtes du Massachusetts. On a mesuré qu'elle avait des tentacules d'environ 36 mètres de long pour un diamètre de plus de 2 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, elle était plus longue qu'une baleine bleue. Les méduses à crinière de lion chassent en étendant leurs tentacules tout autour, créant ainsi un piège pour attraper leur nourriture. Comme elles disposent d'environ 1200 tentacules urticants, il faudrait un poisson extrêmement chanceux pour espérer leur échapper. La piqûre d'une méduse à crinière de lion ne présente généralement pas un danger mortel, mais il faut tout de même éviter de nager à travers ses tentacules, car cela peut s'avérer très douloureux pour les humains. Et si tu en vois une échouer sur la plage, mieux vaut ne pas la toucher, car elle peut te piquer encore longtemps après avoir été rejetée sur le rivage. Fait amusant, la méduse à crinière de lion apparaît dans l'histoire de Sherlock Holmes, la crinière du lion, en tant que suspecte. Mais ne t'inquiète pas, nous ne donnerons aucun spoiler. Le dernier animal marin que tu observes à présent est un serpent de mer. Et oui, ils sont différents des anguilles. Il existe 69 espèces identifiées de serpents de mer. La plupart d'entre eux se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Indien et Pacifique. Et ils existent depuis des millions d'années. Pour faciliter les choses, les scientifiques ont séparé toutes les différentes espèces de serpents de mer en 2 catégories. Les vrais serpents de mer et les tricots rayés. Alors que les vrais serpents de mer passent presque tout leur temps en mer, les tricots rayés peuvent aussi ramper sur la terre ferme. Si tu vois un serpent sur la plage, tu peux déterminer s'il s'agit d'un serpent de terre ou de mer en regardant sa queue. S'il ressemble à une pagaie, alors c'est un serpent de mer que tu as là. Mais assure-toi de garder tes distances dans les 2 cas. Tous les serpents de mer doivent faire surface régulièrement pour respirer, car ils n'ont pas de branchies. C'est pourquoi tu pourrais en croiser un pendant que tu nages. Si cela arrive, tu ferais mieux de t'éloigner le plus vite possible, car la plupart des serpents de mer ont davantage de venin que le cobra ou le crotale moyen. Cependant, comme ils n'attaquent que s'ils sont provoqués, les morsures sont assez rares. Un autre fait anodin sur les serpents de mer, ce sont les seuls reptiles à donner naissance dans les océans. La majorité des serpents de mer gardent les œufs en eux et donnent naissance à des petits serpents presque déjà formés tout en nageant. Mais ce n'est pas le cas du tricot rayé à lèvres jaunes. Ils se rendent sur la terre ferme pour pondre leurs œufs. Tu te souviens du poisson-pierre au début de notre visite? Ils sont chassés par les serpents de mer. Et oui, c'est ça la chaîne alimentaire. Tu ouvres ta boîte aux lettres et tu vois une feuille de séchage. Elle n'a aucune utilité là-dedans, alors tu l'enlèves. N'est-ce pas? Erreur. Laisse-la où elle est. Tu rendras un grand service à ton facteur. Voici pourquoi. Tu penses peut-être que les chiens sont les seules créatures qui causent des problèmes au facteur lorsqu'il distribue ton courrier, et tu n'as pas complètement tort. Selon un sondage, plus de 5800 facteurs américains ont eu des démêlés désagréables avec des chiens en 2020. Mais ils ne sont pas le seul désagrément pour les facteurs qui essayent juste de faire leur tournée en toute sécurité. Les facteurs laissent souvent ces feuilles de séchage dans les boîtes aux lettres pour se protéger des guêpes. Cela peut sembler bizarre, mais en moyenne, une personne peut s'attendre à être piquée par une guêpe environ 5 fois dans sa vie. Et c'est un événement bien plus probable que de se faire mordre par un chien. Mais pourquoi la feuille de séchage éloigne-t-elle les guêpes? C'est assez simple, les guêpes ne supportent pas son odeur. Elle est bien trop intense pour elles, alors elles s'en éloignent le plus vite possible. C'est plutôt logique, étant donné que les feuilles de séchage sont destinées à rafraîchir nos vêtements et à leur donner une bonne odeur. On peut donc s'attendre à ce qu'elles aient un parfum prononcé. Et soyons francs, ce n'est qu'une perturbation mineure dans la vie d'une guêpe. Heureusement, car elles n'ont pas vraiment le temps de s'en inquiéter davantage. En moyenne, les guêpes ont une durée de vie extrêmement courte. La plupart ne vivent pas plus de 22 jours. Bien sûr, cela ne s'applique pas à la reine, qui vit parfois jusqu'à une année entière.
Il est d'ailleurs amusant de penser que les guêpes, bien qu'elles vivent si peu de temps, ont probablement plus de liens avec les facteurs qui essayent de les éviter qu'avec leur reine tant vénérée. C'est parce que leurs 22 jours de vie sont entièrement consacrés au travail. Elles ont chacune leur fonction propre, qui tourne essentiellement autour de la construction d'un nid adapté pour assurer la protection de la reine. Dans le nid, il y a 2 types de guêpes. Les faux bourdons, qui sont les mâles, et les ouvrières, qui sont les femelles. Ces dernières sont des créatures extrêmement diligentes. Les ouvrières commencent leur vie en aidant à nourrir les larves en développement. La larve est un insecte immature, fraîchement sorti de l'œuf, qui n'a pas encore pris sa forme adulte. Cette étape de la vie de la guêpe ouvrière dure généralement 3 à 4 jours. Après cela, elle commence à effectuer des tâches qui impliquent de sortir du nid, comme aller chercher de l'eau ou rapporter des matériaux en bois dont sont faits les nids. L'eau qu'elle rapporte est ensuite crachée par les guêpes ouvrières et utilisée pour agrandir l'entrée. L'eau se mélange avec le matériau qui doit être retiré et forme des boulettes qui sont ensuite transportées hors du nid. La guêpe ouvrière va ensuite se concentrer sur la construction du nid lui-même avant de jouer le rôle de cueilleuse de nourriture. Les guêpes tirent leur énergie du nectar ou du miella et leurs protéines des insectes ou des animaux. Et pour prouver encore davantage la nature altruiste de ces petites ouvrières, elles n'ont même pas les enzymes nécessaires dans leur corps pour leur permettre de digérer la plupart des aliments qu'elles récoltent. C'est parce que la majorité de la nourriture qu'elles rapportent est destinée aux guêpes non développées, connues sous le nom de larves dont nous venons de parler. Heureusement, les guêpes ouvrières reçoivent une sorte de récompense pour leur diligence. À partir de la nourriture que les larves digèrent, elles obtiennent une substance crémeuse qui ressemble à une soupe. Cette substance contient toute l'énergie dont les guêpes ouvrières ont besoin pour continuer à accomplir leurs tâches. Ce type d'échange de nourriture est appelé alimentation par trophalaxie. C'est un élément clé du contact social entre les ouvrières et les jeunes larves en développement. Lors de la plupart des voyages de recherche de nourriture, les guêpes ouvrières s'éloignent jusqu'à 300 mètres du nid. Mais des études ont montré que certains voyages peuvent se poursuivre sur plus de 800 mètres. Les guêpes ouvrières se suivent même jusqu'aux sources de nourriture connues. Elles finissent généralement leur vie à l'intérieur du nid. Mais loin de se détendre en profitant d'une retraite bien méritée, elles assument leur ultime rôle, qui est de garder l'entrée du nid. Comment la vie d'une guêpe ouvrière femelle se compare-t-elle à celle d'un faux bourdon mâle? Eh bien, leurs homologues masculins sont en fait assez paresseux en comparaison, et ce malgré leur plus grande taille. Les faux bourdons mesurent en moyenne plus d'1 centimètre de long, alors que les guêpes ouvrières femelles sont généralement plus petites qu'1 centimètre. Les faux bourdons sont également plus colorés, ont de longues antennes tombantes et n'ont pas la capacité de piquer. La reine est plus grande que tout le monde et mesure environ 2,5 cm de long. Pourquoi dit-on que les faux bourdons sont paresseux? Eh bien, pendant que les guêpes ouvrières sont parties chercher du bois, de l'eau ou de la nourriture, on peut souvent trouver les faux bourdons bien au chaud dans le nid, mettant leur tête dans des cellules vides avec seulement leur queue visible. Font-ils quelque chose pour le bien commun? Pas vraiment. Il est plus probable qu'ils fassent simplement une petite sieste. Lorsqu'ils ne font pas la sieste, on sait qu'ils aident à distribuer la nourriture aux larves en allant de cellule en cellule et en introduisant les repas dans leur bouche ouverte. Les faux bourdons, dont la plupart pèsent entre 10 et 19 mg, essayent aussi de faire leur part du travail d'une autre manière. Ils emportent et éliminent les déchets qui peuvent s'accumuler à l'intérieur du nid. Ces nids où la reine, les faux bourdons et les ouvrières coexistent durent généralement entre 3 et 4 mois. Ils se désagrègent en hiver lorsque les nouvelles reines s'envolent pour hiberner. Le reste des guêpes et le nid lui-même luttent pour survivre aux rudes conditions de l'hiver. Tout comme les nouvelles reines, des études ont montré qu'à peine 2 reines sur 4500 parviennent à passer la période d'hibernation. Ce n'est pas seulement à cause des conditions climatiques froides. Les reines trouvent des endroits sombres et secs pour hiberner, comme une fissure dans le mur d'une maison. Elles rentrent soigneusement leurs antennes entre leurs pattes et mordent toute surface se trouvant devant elles afin de s'accrocher fermement. Cela les rend extrêmement vulnérables aux autres insectes, comme les araignées. Mais les reines chanceuses, qui profitent d'un long sommeil pendant la période d'hibernation, se réveillent généralement au printemps et commencent à construire un nouveau nid. Une reine peut voler jusqu'à 75 km juste pour trouver l'endroit parfait, chaud et sec. Les greniers et les toits font souvent l'affaire.
La reine produira ensuite de nouvelles ouvrières et de nouveaux faux bourdons et le cycle de vie des guêpes se reproduira. Si tu tombes sur un nid de guêpes, il est préférable de le laisser tranquille. Tu ne peux pas toujours savoir quel type de réaction tu feras à une piqûre de ces créatures. Et qui dit que juste une seule te piquera? Un nid de guêpes moyen peut contenir jusqu'à 10 000 membres pendant le pic de l'été. Il est préférable de laisser le nid au service anti-nuisible. Mais quelles précautions peux-tu prendre pour éviter toute rencontre malheureuse avec des guêpes? Il convient de remercier les facteurs de nous avoir sensibilisés aux feuilles de séchage, mais que pouvons-nous faire d'autre? Tu peux commencer par ne pas laisser traîner de nourriture, c'est le principal aimant à guêpes. Que ce soit des aliments pleins de protéines, comme le poulet, ou des sucreries comme la crème glacée. Assure-toi de laver ta vaisselle, de couvrir les aliments que tu gardes pour plus tard et de ranger les restes dès que tu as fini de manger. Alors que les guêpes détestent l'odeur des feuilles de séchage, des choses comme les fleurs et les fruits plaisent beaucoup à leur odorat. Tu dois faire attention aux parfums, lotions ou produits de soins capillaires que tu utilises. Les guêpes peuvent les confondre avec du nectar lorsqu'elles sont à la recherche de nourriture. Tu peux aussi avoir du sens pratique dans ta stratégie de défense contre les guêpes. Tu peux utiliser tes vêtements à ton avantage. Porte des manches longues et des pantalons, ne porte pas de sandales. Tu peux éviter d'attirer inutilement l'attention de toute guêpe en portant des vêtements rouges, car c'est la seule couleur de l'arc-en-ciel qu'elles ne peuvent pas voir. Et le plus important, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, est de rester calme. Des recherches ont montré que le fait d'agiter les mains, de paniquer et de provoquer une agitation lorsqu'une guêpe se pose à proximité augmente le risque de te faire piquer. En attendant, continue à aider nos formidables facteurs et laisse ces feuilles de séchage là où elles sont. As-tu déjà vu un concombre de mer allongé sur un lit de sable et pensé qu'il ressemblait à un blob? Ces créatures peuvent sembler molles et sans défense, mais elles ont en fait des stratégies fascinantes pour se protéger. Les biologistes ont découvert des composés chimiques qui permettent aux concombres de mer de se protéger des prédateurs et même de leurs propres toxines. Et devine quoi? Ces composés pourraient être utiles à la santé humaine. Lorsque les holothuries se sentent menacées, elles peuvent expulser des parties de leur corps qui ressemblent à des fils. Ces tubes immobilisent les prédateurs dans une étreinte collante et toxique. La toxicité provient de certains composés chimiques que l'on trouve couramment dans les plantes. Il est intéressant de noter que ces substances chimiques sont beaucoup moins courantes chez les animaux, mais que les concombres de mer ont évolué pour les utiliser à leur avantage. Ces substances sont également connues pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Elles sont déjà utilisées dans un grand nombre d'industries, comme les cosmétiques. Mais l'utilisation de ces produits chimiques comme moyen de défense pose un gros problème aux concombres de mer. Ils doivent éviter de se contaminer avec leurs propres toxines. Cela signifie que leurs propres cellules ne doivent pas contenir de cholestérol, la cible à laquelle les toxines se lient et qu'elles transpercent. Les concombres de mer ont donc développé deux types d'alternatives au cholestérol. Il s'agit d'une stratégie d'autodéfense. Si tu peux produire ces substances toxiques, tu dois être capable de ne pas te rendre malade. Aussi intelligent et mignon soit-il, tu sais maintenant qu'il ne faut pas toucher un concombre de mer si tu en rencontres un par hasard à la plage. En parlant de choses à éviter à la plage, passons à l'escargot à cône marbré. Une créature si unique et si dangereuse qu'elle te fera tourner la tête. Cet escargot est un véritable voyageur du monde. On le trouve depuis la pointe sud de l'Inde jusqu'à Okinawa au Japon et au sud-est de la Nouvelle-Calédonie et des Samoa. C'est une aire de répartition impressionnante. Et ce n'est pas seulement l'endroit où on le trouve qui est intéressant, c'est aussi la façon dont il chasse. Cet escargot est peut-être petit, mais c'est un prédateur féroce. Il adore dévorer les autres escargots et parfois même ses propres congénères. Lorsqu'il a faim, il sort sa longue dent blanche et lance un harpon chargé de poison sur sa proie. Et si cela ne suffit pas, il attaquera sa proie plusieurs fois, juste pour être sûr. Quelle détermination, n'est-ce pas? Une fois que le harpon a atteint sa cible, la proie est immobilisée et ses muscles commencent à se détendre de façon irréversible. Lorsque la proie est sans défense, l'escargot peut commencer à la dévorer. Où peut-on trouver cette redoutable créature, me diras-tu?
On la trouve dans les eaux peu profondes, généralement sur les plateformes des récifs coralliens ou les pinacles des lagons, ainsi que dans le sable, sous les rochers ou parmi les herbes marines. Fais attention où tu mets les pieds la prochaine fois que tu vas te baigner, c'est tout dire. Le bon côté des choses, c'est que le venin de cet escargot est en train d'être développé comme traitement potentiel de la douleur. Certaines des substances chimiques qu'il contient ont été étudiées et se révèlent prometteuses. Qui aurait cru que ce prédateur inhabituel pouvait aussi avoir un côté plus doux? La prochaine sur notre liste de créatures à éviter est un petit poisson appelé poisson-pierre. Tu penses peut-être qu'il s'agit d'une jolie petite pierre de compagnie, mais laisse-moi te dire qu'il ne faut pas s'y tromper. En fait, c'est le poisson le plus venimeux de tout l'océan. Ces poissons sont des maîtres du déguisement, se fondant dans leur environnement sur les fonds rocheux ou vaseux des habitats marins de la région Indo-Pacifique. Ce sont de véritables ninjas des mers qui attendent patiemment que leur proie passe à proximité avant de l'attaquer et de l'avaler tout entière. Mais le problème, c'est que l'on peut facilement passer à côté d'un poisson-pierre sans même se rendre compte de sa présence. Je sais ce que tu penses, je ne veux pas marcher accidentellement sur un poisson-pierre. Et crois-moi, tu ne le veux vraiment pas. Ces poissons ont beaucoup d'épines sur le dos et ils libèrent du venin lorsqu'on leur marche dessus. Aïe! Ce venin peut provoquer de terribles douleurs, des gonflements et des lésions tissulaires. Ce n'est pas vraiment une bonne journée à la plage, si tu veux mon avis. Mais ne t'inquiète pas, le poisson-pierre n'est pas là pour t'attraper. Il utilise ses épines à des fins défensives et non offensives. Tant que tu ne le déranges pas et que tu ne marches pas dessus, tout devrait bien se passer. Fais simplement attention à l'endroit où tu poses tes pieds et investis peut-être dans des chaussures d'eau. Et si tu te fais piquer, consulte immédiatement un spécialiste. Il est préférable de toujours regarder où tu marches, de traîner les pieds sur le fond pour éviter de marcher directement sur le poisson et de porter des chaussures d'eau si tu te trouves dans une zone susceptible d'abriter des poissons-pierres. As-tu déjà eu le plaisir de rencontrer un poisson-lion de près? Ce sont des créatures magnifiques, avec toutes leurs couleurs et leurs nageoires qui ressemblent à des ailes et à des accessoires. Il est facile d'être fasciné par leur élégance. Mais ne te laisse pas tromper par leur apparence éblouissante. Il ne faut pas se moquer d'eux. En fait, c'est l'un des poissons les plus dangereux de l'océan. En cas de piqûre, tu ressentiras une vive douleur, voire des réactions allergiques. Le poisson-lion injecte son venin par ses nageoires dorsales et pelviennes aiguisées. Ils ne sont pas agressifs et ne te piqueront pas à l'improviste, mais ils se défendront s'ils sont provoqués ou attrapés. Ce n'est pas seulement leur venin qui les rend dangereux, ils possèdent également de minuscules dents. Mais au lieu de les utiliser pour mordre les prédateurs, ils ont quelque chose d'encore plus dangereux, leurs nageoires. Le poisson-lion utilise ses nageoires en forme de colonne vertébrale pour repousser les prédateurs, et malheureusement, les humains en font partie. Ainsi, même s'il est tentant de s'approcher de ce poisson pour lui dire bonjour, il faut se méfier de ses épines acérées. Mais voilà, le poisson-lion peut être mangé. Certains disent qu'ils sont même délicieux. Et comme ils constituent une menace pour les écosystèmes des récifs, leur consommation est encouragée. Il suffit de veiller à retirer d'abord les épines venimeuses. Si tu fais de la plongée avec masque et tuba, ou si tu nages près des coraux dans l'océan Atlantique ou Pacifique, tu rencontreras peut-être ces poissons étonnants. Garde une distance raisonnable entre toi et le poisson-lion, et il ne se sentira pas menacé ou effrayé au point de te piquer pour se défendre. Les oursins peuvent également causer des problèmes si tu tombes dessus. Ne t'inquiète pas, ils ne sauteront pas du récif et ne te lanceront pas des épines. Ils ne sont pas du tout agressifs. Ces créatures sont partout, des rivages rocheux aux récifs coralliens, et sont très répandues dans presque toutes les étendues d'eau salée, y compris dans tous les océans du monde. Il n'est donc pas surprenant que les blessures causées par les oursins soient également assez fréquentes. Mais bon, les accidents arrivent, surtout lorsque nous sommes distraits par une jolie petite tortue ou trop excités à l'idée d'explorer un nouveau site de plongée. Parlons maintenant de leur mécanisme de défense. Ces petites bêtes ont deux moyens de se défendre, leurs épines et ces minuscules structures en forme de mâchoire qui peuvent injecter une substance douloureuse. Certaines espèces possèdent de longues épines acérées qui peuvent facilement percer une combinaison de plongée épaisse et se loger profondément dans ta peau. Aïe aïe aïe! Mais ne t'inquiète pas, éviter les oursins n'est pas sorcier.
essaie simplement de rester conscient de ce qui t'entoure, de faire attention aux épines qui dépassent dans le sable et de contrôler ta flottabilité. Cela t'aidera à rester à quelques mètres au moins des coraux qui peuvent cacher des oursins dans leurs crevasses. Et si une entrée sur le rivage présente de nombreux oursins, choisis un autre site de plongée. Ce n'est pas grave. Parlons maintenant des premiers soins à apporter en cas de piqûre d'oursin. Tremper la zone dans de l'eau chaude pendant 1h30 peut t'aider à décomposer la substance dangereuse et à soulager la douleur. Retire soigneusement les épines à l'aide d'une pince à épiler et rase la zone pour éliminer ces pointes gênantes. Lave ensuite la zone blessée avec du savon et rince à l'eau douce. Applique également des crèmes topiques si tu en as dans ton sac de plage. Et bien sûr, surveille les signes d'allergie et contacte immédiatement un spécialiste si tu remarques quelque chose d'étrange. Mais n'oublie pas que les oursins ne sont qu'un des nombreux dangers des profondeurs. Il y a aussi les vers de feu barbus, les poissons globes et le corail de feu. Ne soyons donc pas trop durs avec nos petits amis oursins. Après tout, comparés à certaines de ces autres créatures, ils sont plutôt dociles. Recouverte de poils bruns hérissés et dotée de 9 paires de pattes frisées, la pyrale de la sorcière, ou Phobetron pitecium, n'est pas comme les autres chenilles. Son aspect velu lui a valu le surnom de limace singe. On trouve cet étrange insecte en Amérique du Nord où il se cache dans les arbres et arbustes d'ornement. Cette petite créature poilue n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Les poils de son dos sont reliés à des glandes toxiques situées sous la peau de la chenille. Si tu es assez curieux pour tendre la main et toucher ses poils, ta main deviendra instantanément rouge vif et tu ressentiras une sensation de brûlure et de démangeaison. Un peu comme une piqûre d'abeille. Si tu as été piqué par la pyrale de la sorcière, tu dois immédiatement passer la piqûre sous l'eau pour enlever les poils qui auraient pu y rester coincés. La piqûre devrait commencer à guérir et disparaître en 1 semaine. La fourmi balle de fusil est la plus grande de toutes les espèces de fourmis. Elle ne dépasse toutefois pas la taille d'une pièce d'1 centime. Tu auras de plus grandes chances de croiser cette fourmi dans les pays comme le Nicaragua et le Paraguay, au cœur des forêts tropicales. Elle a beau être petite, sa piqûre est jusqu'à 30 fois plus douloureuse que la piqûre d'une guêpe ou d'une abeille. Les habitants de la région appellent parfois ce petit insecte la fourmi 24 heures, car sa piqûre procure un malaise pendant toute une journée. Malgré la sensation désagréable, la piqûre d'une fourmi balle de fusil n'est pas trop dangereuse et devrait guérir en 1 semaine. Ces fourmis ont une habitude particulière qui pourrait permettre d'éviter facilement leur puissante piqûre. Elles dégagent une odeur aussi forte que dégoûtante pour faire fuir les prédateurs. Alors si tu te retrouves un jour à faire un trek dans la forêt tropicale et que tu sens une odeur intensément désagréable, ne t'approche pas. Les Triatominae ressemblent à des blattes standards. Mais elles sont plus élancées, elles ne possèdent pas d'ailes et ont un motif à rayures particulier sur le dos. Et attention, ces insectes sont tous sauf mignons. On les trouve généralement dans les états chauds du sud des États-Unis et ces petites bestioles se cachent partout, dans les fissures, sous les lits et dans les meubles. Ces insectes sont surnommés punaises vampires, car ils ne sortent que la nuit. Bien que leur piqûre ne soit pas trop douloureuse, elle peut être incroyablement dangereuse. Il est fréquent que les humains soient allergiques à la salive de la Triatominae, et si c'est le cas, sa piqûre provoquera d'incroyables démangeaisons de la peau. Ces punaises sont également porteuses d'un dangereux parasite qui affecte gravement la plupart des humains. Si jamais tu te fais piquer par une Triatominae, assure-toi de consulter ton médecin le plus rapidement possible. Le frelon géant est la plus grande espèce de frelon au monde. Il arbore des rayures jaunes et noires. Sa taille et sa forme permettent de le distinguer des abeilles et des guêpes. Le frelon géant est beaucoup plus grand et plus élancé qu'un bourdon, et beaucoup plus long qu'une guêpe. Ces frelons vivent au Japon, où ils se déplacent en colonies comptant jusqu'à 700 individus. Les personnes qui ont déjà été piquées par le frelon géant comparent cela au fait d'être brûlées par un tisonnier ardent. Si tu as la malchance d'être piqué par l'un de ces insectes, appelle immédiatement une ambulance et, en attendant son arrivée, lave la piqûre à l'eau froide. L'araignée veuve noire est l'une des arachnides la plus notoirement dangereuse du règne animal. À peu près de la taille d'un trombone, les marques rouges en forme de sablier sur le ventre de l'araignée permettent de la distinguer facilement. Ces bestioles se déplacent souvent seules et on peut les trouver dans les régions chaudes, dans des abris sombres et secs comme les sous-sols ou les garages. Les veuves noires sont considérées comme les araignées les plus venimeuses de France, autant que d'Amérique du Nord. Leur venin est 15 fois plus puissant que celui d'un serpent à sonnette. Étrangement, la piqûre d'une veuve noire n'est pas particulièrement douloureuse. Elle ressemble plus à une piqûre d'épingle, mais elle peut te rendre incroyablement malade. Si tu croises une veuve noire dans ta cave, ne l'énerve pas car elle ne pique que si elle est agacée.
Si tu te fais piquer, va immédiatement aux urgences. Les médecins pourront te proposer un antivenin à la veuve noire qui réduit les symptômes de la piqûre. La guêpe commune est une espèce dangereuse de guêpe que l'on trouve dans le monde entier. Elle arbore des motifs jaunes et noirs bien visibles. Le jaune est bien plus vif que celui de la plupart des autres guêpes. Ces guêpes communes vivent en grandes colonies et construisent leurs nids dans les arbres, les buissons et même sous terre. Si tu tombes sur un nid de guêpes, éloigne-toi lentement et fais attention à ne pas les menacer ou les énerver. Leur piqûre n'est certainement pas une sensation agréable. Alors que nombre de gens pensent que les scorpions sont apparentés aux crabes et aux autres crustacés, ce n'est en fait pas le cas. Les scorpions sont un type d'arachnides, ce qui signifie qu'ils sont étroitement liés aux araignées. On a tendance à les trouver dans les climats chauds et secs comme les déserts. Les scorpions sortent le plus souvent la nuit et ce sont des prédateurs connus pour piquer à vue. Leur piqûre ressemble à celle d'une guêpe, mais elle peut être beaucoup plus dangereuse. Les piqûres de scorpions ont tendance à accélérer le rythme cardiaque et à provoquer des difficultés respiratoires. Si un scorpion te pique, lave immédiatement la plaie et contacte un professionnel de santé qui pourra t'administrer un traitement antivenin contre les piqûres de scorpions. Il existe un peu moins de 300 espèces différentes de fourmis Solenopsis dans le monde. Toutes les espèces ont la même piqûre puissante. Ce sont de minuscules insectes qui se déplacent en grandes colonies et ont une couleur marron clair distincte, presque rouge. Ces fourmis de feu se trouvent majoritairement aux États-Unis et sont attirées par la nourriture. Elles ont tendance à s'incruster dans de nombreux pique-niques auxquels elles ne sont pas conviées. La piqûre de cette fourmi est incroyablement irritante, mais heureusement pas très dangereuse. Passer la piqûre sous l'eau froide devrait aider à calmer les démangeaisons, et la piqûre devrait disparaître en 1 semaine environ. Si tu as une réaction plus grave que des démangeaisons, assure-toi de consulter ton médecin au plus vite. Les abeilles à miel font partie des insectes que nous aimons le plus. Elles pollinisent nos fleurs, fabriquent le délicieux miel que nous mangeons et nous laissent généralement tranquilles. Les abeilles à miel sont des insectes sociaux qui vivent en grandes colonies. Étonnamment, la piqûre d'une abeille à miel ordinaire peut être extrêmement dangereuse pour certaines personnes, notamment les personnes âgées. Si une abeille te pique, retire immédiatement le dard qui sera logé dans ta peau. Lave la zone avec de l'eau et du savon. La piqûre devrait guérir en 1 semaine. Si tu souffres de conditions plus graves, tu dois immédiatement consulter un médecin. Les guêpes Pepsi sont de longs insectes minces avec de belles ailes de couleur rouille et des antennes jaunes. On les trouve surtout dans les forêts tropicales d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Elles ont tendance à vivre au sol et font leur nid en s'enfouissant dans le sol. Si jamais tu croises une guêpe Pepsi, assure-toi de t'éloigner très lentement. Ces insectes n'attaquent que s'ils sentent une menace. On pense que les guêpes Pepsi sont l'une des piqûres les plus douloureuses au monde. La douleur est incroyablement intense et dure de 3 à 4 minutes. Une fois ce délai passé, la piqûre ne nécessitera pas de soins urgents et devrait guérir d'elle-même. La guêpe guerrière est une espèce particulière. Contrairement aux autres guêpes, la guêpe guerrière n'a pas de rayures jaunes mais est entièrement noire. Si noire qu'elle en a presque l'air bleue. Certaines personnes surnomment cet insecte la guêpe tambourinante. Lorsqu'un étranger s'approche, les guêpes battent des ailes de façon synchronisée, comme les tambours d'une fanfare. Les guêpes guerrières préfèrent les climats plus chauds et on peut les trouver dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. De toutes les espèces de guêpes, la guêpe guerrière a la piqûre la plus douloureuse. Elle ne nécessite toutefois aucune aide médicale d'urgence et devrait guérir en 1 semaine. On peut trouver le mille-pattes géant d'Amazonie dans les climats tropicaux d'Amérique du Sud et des Caraïbes. D'une couleur rouge caractéristique, c'est la plus grande espèce de mille-pattes au monde et il peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Le mille-pattes géant possède un venin dangereux pour les autres insectes et les animaux plus petits, mais ne présente pas de danger pour les humains. Néanmoins, sa piqûre est toujours désagréable et provoque une sensation de brûlure. Si tu te fais piquer par l'une de ces bestioles, les symptômes peuvent durer de quelques heures à quelques jours. Et si ta réaction est plus grave, tu sais ce qu'il faut faire. Va voir ton médecin. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue.
Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret, des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait, et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique.
Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement. Les léopards de mer sont tout mignons, n'est-ce pas? Impossible qu'une créature avec de si jolis yeux te fasse du mal. On ne s'y attendrait pas, surtout quand on voit tous ces phoques à la télé qui aiment jouer avec les humains. Mais les léopards de mer sont de super prédateurs, il ne faut pas trop leur faire confiance. Après tout, leur nom vient de leur fourrure qui ressemble à celle des gros félins. Ils se situent tout en haut de la chaîne alimentaire. Très peu d'animaux s'attaquent à eux. Ce n'est pas si courant, mais les léopards de mer ont en revanche déjà attaqué les humains. De manière générale, ils sont plus agressifs que les autres phoques. Ce ne sont pas des animaux sociables, en général, ils préfèrent rester seuls. Leurs babines sont toujours remontées, de sorte qu'ils affichent un large sourire. Puisque ce sont des animaux solitaires, ils ont plus de difficultés à trouver un partenaire. Ils l'attirent en utilisant leur voix et parfois même en chantant sous l'eau. Le dingo. Difficile de le distinguer d'un simple chien errant. Mais attention, les dingos sont plus proches du loup que du chien. Ce sont les plus gros prédateurs terrestres d'Australie et ce sont aussi de super prédateurs. Ils attaquent leurs proies en meute. Lorsqu'ils sont plusieurs, ils peuvent s'attaquer à des animaux encore plus gros comme le kangourou roux. Ils évitent généralement les humains, mais si tu les croises en meute, mieux vaut les éviter. Tout le monde aime les pandas, avec leur bouille adorable et leur air innocent. Ils sont devenus le symbole de la gentillesse et de la sérénité. Ils sont aussi très paresseux et ils passent le plus clair de leur temps à se reposer et à manger du bambou. Ils ont certes l'air paisibles, mais il ne vaut mieux pas les embêter. Si par accident tu traverses le territoire d'un panda ou qu'il te considère comme une menace, il peut te faire du mal. Ils disposent de mâchoires et de griffes puissantes et sont en général plus forts que les êtres humains. Ils attaquent rarement l'homme. Mais il vaut mieux les laisser tranquilles, eux aussi. Le nycticèbe. Cet animal est si lent que même en cas de danger, il s'immobilise. Ne te fais pas avoir par ses grands yeux et son petit nez. C'est une créature adorable.
Mais sa morsure est toxique et elle peut te causer énormément de problèmes. Les chercheurs affirment que le lorislan imite le cobra. C'est l'un des rares mammifères venimeux du monde animal. Il ne sécrète pas le venin par sa bouche comme la plupart des autres animaux, mais par des glandes sudorales situées sur ses bras. Voilà, il ne s'agit donc pas d'un gentil petit ourson, mais plutôt d'un véritable monstre. Pareil pour le koala. Il a l'air si calme, mais il t'attaque sans problème s'il se sent menacé. Ce n'est pas un animal dangereux à l'origine. Il passe la plupart de son temps sur ses eucalyptus à roupiller. Il dort 22 heures par jour. Si jamais tu en croises un dans la nature, il va probablement juste grimper plus haut sur son arbre afin de t'éviter. Mais s'il se sent menacé, il peut utiliser ses griffes et ses dents pour se défendre. Les cygnes sont délicats et gracieux, mais aussi romantiques. Ils sont parfois associés à l'amour véritable. Mais dans ce cas, on pourrait bien aussi parler d'amour vache, parce que les cygnes peuvent être aussi vraiment dangereux. S'ils se sentent en danger, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se protéger et surtout protéger leurs petits. Ils commenceront par feuler un peu, comme le font les chats, puis ils se mettront à battre des ailes. C'est là que tu dois fuir, parce qu'ils tenteront alors de te pincer avec leur puissant bec et de te frapper avec leurs ailes. L'ornithorynque. C'est aussi une sorte de créature mythique qui ressemble à un mélange de plusieurs animaux. Regarde ses pattes palmées et son bec. Ça ressemble à un canard, pas vrai? Mais il a la fourrure d'une loutre et la queue d'un castor. Il est tellement gracieux lorsqu'il nage sous l'eau avec ses pattes palmées, mais il n'est pas aussi élégant quand il se déplace sur terre. Il sort alors ses griffes de façon à marcher plus facilement. Les mâles sécrètent du venin. Ils disposent d'ergots sur les talons de leurs pattes arrière. Et sache qu'ils les utiliseront pour se défendre. Les grenouilles d'Androbates. Les crapauds ont l'air beaucoup plus intimidants que cette jolie petite grenouille. Mais le crapaud est juste moche. Et il ne te fera aucun mal, contrairement à cette dernière. Il existe plus de 100 espèces de grenouilles venimeuses et elles ont chacune un niveau de toxicité différent. La dorée, connue sous le nom de philobate terrible, est la plus dangereuse et elle peut tuer 10 humains rien qu'au toucher. Le hérisson est un animal très apprécié. C'est une petite créature mignonne et innocente qui se met en boule en cas de besoin. Mais ça reste un animal qui pique et qui n'hésitera pas à utiliser ses piquants pour se défendre du danger. Si les piquants te trouent la peau, cela peut faire très mal. Le fourmilier. Avec ses yeux doux, le fourmilier a l'air inoffensif. Il n'a même pas de dents pour se défendre ou nous faire du mal. Mais par contre, il a des griffes. Il les utilise en général pour trouver de la nourriture, mais bien évidemment, il s'en sert s'il se sent en danger. Est-ce que tu savais que leur langue est recouverte de piquants? Eh oui, c'est leur outil principal pour la récolte de nourriture. Et cette langue peut mesurer jusqu'à 60 cm. Elle est longue et fine pour leur permettre de chercher des termites et des fourmis dans des recoins étroits. Les hiboux ne sont pas aussi mignons, mais ils ont cet air timide et intelligent. De plus, ils ne se préoccupent pas vraiment de l'homme. Sauf quand celui-ci s'approche et touche à son nid. Là, ils s'énervent. Ils ont de longues griffes acérées, donc vaut mieux ne pas les embêter. Par ailleurs, ils peuvent tourner la tête à 270 degrés, donc même si tu penses les surprendre par derrière, ils te verront. Les kangourous ne sont pas du genre à chercher les ennuis. Mais si tu les cherches, ils n'hésiteront pas à s'affirmer et à te montrer qui est le patron. Ils peuvent se mesurer à un humain comme si c'était un autre kangourou. Ils ont des bras très puissants et peuvent te frapper avec leurs pattes. Mais c'est encore pire quand ils te frappent avec leurs pattes arrière. Les cerfs ont l'air de sortir tout droit d'un conte de fées. Mais attention, les mâles n'hésitent pas à se servir de leur bois s'ils se sentent menacés. Ils ont aussi l'habitude d'entrer dans les jardins des particuliers et de manger ce qu'ils y trouvent. Ils peuvent également s'avérer dangereux pour les animaux domestiques, en particulier les chiens. Les renards ne peuvent pas nous faire de mal avec cette bouille d'amour, n'est-ce pas? Ils peuvent toutefois être porteurs de la rage, donc il ne vaut mieux pas trop s'en approcher. De façon générale, ils évitent les humains, mais ils peuvent être agressifs envers l'homme et envers les petits animaux. Ils sont assez imprévisibles, donc fais attention. Les ratons laveurs ont l'air si sympas et ils sont si mignons qu'on pense qu'ils ne peuvent rien faire de pire que de fouiller dans nos ordures. Mais ce n'est pas tout à fait le cas.
Ces petits gars n'ont pas peur de sortir leur croc s'ils se sentent en danger. Même si tu étais juste allé voir qui faisait tout ce bruit dans ta poubelle. Leurs petites pattes sont mignonnes, mais elles sont pourvues de griffes pointues qu'il vaut mieux éviter. Les tarsiers font partie des plus petits primates au monde, et ils sont eux aussi les plus mignons. En les voyant, tu n'as qu'une envie, les câliner. Mais vaut mieux t'abstenir. Ils ne sont pas particulièrement dangereux, mais ils ne sont pas fans des humains qui les touchent. Alors ils peuvent réagir de façon assez imprévisible. Mieux vaut les admirer de loin. Ces déserts arides qui s'étendent à perte de vue semblent sans vie de prime abord. Mais parmi ces sables, il est aussi possible de rencontrer des créatures dangereuses et parfois effrayantes. Certaines d'entre elles ne peuvent présenter qu'un léger risque pour notre santé, mais d'autres resteront à jamais gravées dans ta mémoire. Faisons leur connaissance, en commençant par les plus modérément dangereuses et en terminant par les véritables cauchemars. Tu marches dans le désert et tu vois un gros ours en peluche, les bras grands ouverts. Tu en déduis qu'il s'agit probablement d'un mirage, mais tu t'approches tout de même. Tu avais vu juste, ce n'est pas une peluche mais un cactus géant. Et il y a quelque chose d'étrange à son sujet. Grâce à son étrange pilosité, ses branches semblent s'apparenter au bras d'un ours en peluche. Il ne s'agit cependant pas de fourrure, mais de milliers de fines aiguilles. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas s'en approcher. Ce cactus se nomme Cylindropuntia bigelovi, ou Cholla urson. Il pousse dans les zones désertiques de l'Arizona et dans le nord du Mexique. Ne t'inquiète pas, ce cactus ne t'attaquera pas pour autant, mais il s'accrochera à ta peau ou à tes vêtements si tu as le malheur de le toucher. Ce manteau de fourrure protège le cactus des animaux, crée de l'ombre et le protège de la chaleur. Les branches latérales sont les parties les plus importantes de la plante, car elles réalisent la photosynthèse et accumulent une grande quantité d'humidité à l'intérieur. Ainsi, malgré tous les dangers qu'il présente, ce cactus peut s'avérer utile pour les gens qui se déplacent dans le désert. Et le danger ici, ce sont les aiguilles. Si tu les regardes de plus près, tu remarqueras leur aspect barbelé. Il suffit de les toucher pour que des centaines d'épines s'enfoncent dans ton doigt. Il est difficile de s'en débarrasser, et les épines provoquent des sensations douloureuses extrêmement désagréables. Mais ce qui est le plus intéressant avec ce cactus, c'est la façon dont il se reproduit. La plante se clone d'elle-même dans un nouvel endroit. Lorsque les animaux et les hommes passent devant ce cactus et le touchent, ce dernier leur cède un petit morceau de lui-même avec ses épines. Dès que ce morceau tombe au sol, il prend racine et commence à pousser. On augmente le degré de dangerosité. Le prochain monstre du désert court vers nous. Et c'est une autruche. Beaucoup pensent que ces animaux sont des poltrons, tout juste bons à s'enfouir la tête dans le sable. Tu changerais probablement d'avis si tu avais la malchance d'en croiser une. En général, les autruches ne sont pas agressives, mais tu devras prendre tes jambes à ton cou si jamais tu t'approches de leur nid. En revanche, tu as peu de chances de leur échapper, car les autruches ont une vitesse de pointe de 70 km/h. Tu auras besoin d'une voiture pour les distancer, car elles sprintent et frappent leur ennemi de leur poitrine. Il est même arrivé que des autruches attaquent des camionnettes et leur causent d'importants dégâts. Mais le principal danger que représentent ces volatiles réside dans leurs puissantes pattes munies de griffes acérées. Avec celles-ci, ils peuvent porter des coups puissants et même s'acharner sur un adversaire au sol. Alors oui, si tu aperçois une autruche au loin, passe ton chemin. Ce petit lézard tacheté passe presque tout son temps sous terre, dans les déserts arides du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique. Parfois, il sort pour chercher son repas. Il a l'air trognon comme ça, mais à vrai dire, il s'agit du très dangereux monstre de Gila. Sa peau épaisse le protège des faucons, des coyotes et d'autres prédateurs. Mais son atout principal, c'est son venin. Les serpents et les araignées injectent leurs toxines à l'aide de longs crocs acérés. Mais le monstre de Gila, lui, s'accroche à sa proie et la mâche pour répandre son venin. Et lorsqu'il mord une personne, il est capable de garder ses mâchoires fermées pendant très longtemps. Il est difficile de se débarrasser de l'animal. Les personnes qui ont ressenti les effets de son venin disent avoir eu l'impression que de la lave en fusion leur passait dans les veines. Malgré cela, le lézard s'est avéré utile à la science. Des médecins ont exploité son venin afin de concevoir des médicaments contre le diabète et l'obésité. Le moment est venu. Prépare-toi à rencontrer l'une des créatures les plus effrayantes du désert. Ne fais aucun bruit et profite juste du silence. Ne bouge pas,
Il n'y a personne aux alentours. Soudain, tu entends un sifflement venant d'en bas. Tu baisses la tête et tu la vois. Une grosse araignée jaune de la taille de la paume de ta main, aux puissantes mandibules et aux longues pattes, se tapit dans l'ombre de ton corps. Horrifié, tu fuis ce monstre. Mais il te poursuit. Ce n'est pas facile à faire dans une telle situation, mais tâche de te calmer. La créature ne s'intéresse pas à toi. Elle ne veut que ton ombre pour s'abriter du soleil brûlant. En tout état de cause, il vaut mieux ne pas la toucher. Les puissantes mâchoires de l'araignée solifuge peuvent provoquer des sensations très désagréables. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, cette créature n'est pas exactement une araignée. Certes, elle appartient à la classe des arachnides, mais il s'agit d'une espèce distincte, les Solpugidae. Il aime mordre. Elle n'est pas craintive, et même assez agressive. La solifuge se nourrit d'insectes, de lézards, de rongeurs et de petits oiseaux. Elle peut également se déplacer à une vitesse de 16 km/h. Compte tenu de sa petite taille, c'est très rapide. Il faut être un athlète professionnel pour parvenir à lui échapper. Le plus souvent, on trouve ces solifuges dans les déserts du Moyen-Orient. Mais elles vivent également au Mexique et dans le sud-ouest des États-Unis. Ces araignées sont nocturnes et essaient d'éviter le soleil pendant la journée, de sorte qu'elles seront toujours en quête de ton ombre. D'ailleurs, elles doivent leur nom au fait qu'elles fuient l'astre solaire en toutes circonstances. Tu n'auras aucune chance de leur échapper pendant la journée, mais elles voudront également s'en prendre à toi pendant la nuit, surtout si tu fais un feu. Les Solpugidae courent toujours vers la lumière dans l'espoir d'attraper quelque chose. Certaines espèces de ces araignées émettent même un sifflement pour effrayer leurs ennemis. Calmons-nous un instant et quittons ce désert brûlant. Nous entrons dans les tropiques humides de la Tanzanie. Sous l'écorce des arbres, les tapis de feuilles mortes et dans les grottes obscures, tu pourrais bien rencontrer l'une des créatures les plus terrifiantes de la planète, l'amblipige, ou araignée 24 heures. Imagine-toi un gros scorpion dépourvu de queue, avec un corps plat qui semble avoir été compressé. Il ressemble aux araignées, mais n'a pas de glandes à venin et ne peut pas tisser de toile. Ce monstre est rapide et silencieux. Mais ce qui est le plus effrayant, ce sont ses 2 griffes avant, 2 fois plus longues que la créature elle-même. Toute proie qu'il attrape ne pourra jamais s'échapper. Sa vie entière passée dans une grotte sombre a altéré sa vue et l'amblipige essaie donc d'éviter la lumière du soleil. Lors de la mue, il grimpe au plafond et se débarrasse lentement de son ancienne peau. Imagine-toi diriger ta lampe à cet endroit pour y apercevoir de petits cocons d'où sortent des araignées pâles aux pattes excessivement longues. Si tu croises cette créature dans la vraie vie, garde ton calme et éloigne-toi lentement le plus loin possible. Reste sur tes gardes. L'amblipige peut se glisser sous tes vêtements en un clin d'œil et te mordre à l'abdomen. Et ce n'est rien à côté de ce qui t'attend. Bon, d'accord, c'est une blague. Ce gentil petit bonhomme est l'une des créatures les plus timides et les plus inoffensives parmi tous les arachnides. Il a peur de nous et ne s'en prendra jamais à toi. Beaucoup le trouvent majestueux et gardent des amblipiges dans des terrariums faits de verre. Si tu désires un tel animal de compagnie, veille attentivement à ce qu'il ne s'enfuit pas de sa maison. Car si cela se produit, il sera très difficile de le rattraper. En quelques instants, il peut se glisser sous ton lit ou passer par les interstices du plancher. Ensuite, il se rendra dans l'appartement de ton voisin par le biais du système de ventilation et terrorisera les gens qui s'y trouvent. Bon, et pourquoi pas un petit scorpion pour la route? Ce dernier n'est pas aussi effrayant que les autres créatures de cette vidéo, mais il s'agit du scorpion le plus venimeux des États-Unis, le Centruroide sculpturatus d'Arizona. Le problème, c'est qu'on peut le trouver dans le désert, chez soi ou dans son jardin. Cette dangereuse bestiole venimeuse se glisse dans les pièces et pique souvent les gens. Une seule piqûre suffit à provoquer une douleur similaire à celle d'une piqûre d'abeille. Mais une personne allergique peut souffrir de paralysie, de détresse respiratoire et d'autres problèmes de santé extrêmement graves. Tu te promènes par une chaude après-midi d'été. L'herbe est verte, le soleil est haut dans le ciel et soudain, tu te sens couler. Tu commences à paniquer, mais tu te relèves aussitôt. Tu testes tes appuis et sautes légèrement. L'herbe rebondit sous tes pieds comme un trampoline. Ce phénomène est causé par la liquéfaction du sol. L'excès d'eau provenant de fortes pluies ou d'inondations est piégé dans le sol, ce qui le rend détrempé. Le sol se comporte alors temporairement comme un matelas d'eau géant. Bien qu'il puisse être tentant de courir et de rebondir sur cette herbe élastique, il vaut mieux faire attention. L'herbe peut potentiellement s'ouvrir et si quelqu'un tombe au travers, il lui sera très difficile d'en ressortir.
Un volcan en éruption est déjà un spectacle assez terrifiant, avec ses nuages de fumée noire et sa lave chaude en fusion qui coule. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il peut produire des éclairs. La foudre volcanique est assez difficile à étudier, si bien que les scientifiques ne savent pas ce qui la provoque exactement. Une théorie courante est que pendant une éruption, les cendres accumulent tellement de friction qu'elles créent une accumulation d'électricité statique qui déclenche alors la foudre volcanique. Un tourbillon de feu ou une tornade de feu est exactement ce que son nom indique. Ils se produisent lorsque les vents au sol ramassent les flammes et transforment les braises en une force tourbillonnante. Ces colonnes de feu tournoyantes peuvent atteindre une hauteur de 300 mètres, mais heureusement, elles ne durent que quelques minutes. Les tornades de feu sont plutôt rares, mais elles peuvent être extrêmement dangereuses. À Tokyo, en 1923, un grand incendie dans toute la ville a produit une gigantesque tornade de feu. Elle a duré 15 minutes et a dévasté la ville, causant d'importants dégâts et faisant 38 000 blessés. Par une froide nuit d'hiver sans nuages, tu as peut-être eu la chance d'être témoin de faisceaux colorés de lumière bleue et orange s'élevant vers le ciel. C'est ce qu'on appelle des piliers lumineux. Ils se produisent lorsque la lumière est réfléchie par de minuscules cristaux de glace qui flottent dans l'atmosphère. Ces piliers sont plus courants dans les pays froids et nordiques, comme le Canada ou la Russie. Nous avons tous vu les arcs-en-ciel colorés que le soleil produit, mais il est beaucoup plus rare de voir un arc-en-ciel illuminer le ciel nocturne produit par la Lune. C'est ce qu'on appelle un arc-en-ciel lunaire. Il est brillant et coloré comme un arc-en-ciel et se produit lorsque la lumière de la Lune se reflète sur des gouttelettes d'eau dans le ciel. Les arcs-en-ciel lunaires sont incroyablement rares et ne peuvent se produire que dans des conditions spécifiques. La Lune doit être basse, le ciel doit être sombre et la pluie doit tomber directement à l'opposé de la Lune pour créer un arc-en-ciel lunaire. Si tu te promènes au clair de lune sur la plage la nuit, tu pourrais tomber sur le phénomène étrange d'une plage bioluminescente. Cela se produit lorsqu'un micro-organisme présent dans l'eau, appelé plancton, est agité par le mouvement des vagues et dégage une couleur bleue vive. Ces micro-organismes ont tendance à vivre dans des eaux plus chaudes, donc tu trouveras plutôt ces plages luminescentes dans des endroits comme les Maldives, Porto Rico ou la Floride. En Antarctique, tu verras peut-être les célèbres chutes de sang. De l'eau de couleur rouge sang se déverse du glacier Taylor à partir d'un lac souterrain. Les scientifiques pensaient à l'origine que cette couleur étonnante était causée par un micro-organisme similaire aux plages luminescentes du plancton. Mais après d'autres études, on a découvert que l'eau contenait des niveaux anormalement élevés de fer qui s'oxydent et se transforment en rouille à la seconde où ils entrent en contact avec l'air. Dans les climats froids, où les lacs sont gelés toute l'année, si tu regardes de très près sous les eaux glacées, tu remarqueras des bulles gelées piégées dans la glace. Ce sont de petites poches de méthane gazeux. Les bactéries présentes dans l'eau se nourrissent d'autres organismes et les digèrent pour produire du méthane. Le méthane se transforme en bulles flottant dans l'eau gelée, piégées sous les couches de glace. Les nuages asperitas sont l'un des événements les plus rares de la nature. Cette formation nuageuse se compose de vagues de nuages incroyablement sombres et semblables à des tempêtes. Bien que ces nuages semblent de mauvais augure et annonciateurs d'une grosse tempête, ils se dissipent généralement sans affecter le temps. Ces nuages apparaissent le plus souvent dans les grandes plaines des États-Unis, mais ils n'ont pas été observés depuis 2009. Bien qu'il soit connu pour son climat rude, le désert peut produire des choses magnifiques comme les roses des sables. Il s'agit de formations complexes en forme de rose composées d'amas de cristaux. L'alternance intense de conditions sèches et humides forme les cristaux et piège les grains de sable à l'intérieur pour leur donner cette couleur caractéristique. De loin, tu pourrais facilement confondre une trombe marine avec une grande tornade qui se déplace au-dessus d'un plan d'eau. En réalité, les trombes marines sont un type de nuage en forme d'entonnoir. Ce sont des colonnes rotatives de vent remplies de nuages qui prennent souvent une couleur sombre. Les trombes sont beaucoup plus faibles et plus petites que les tornades, et elles ne sont pas assez fortes pour aspirer quoi que ce soit. Ce phénomène se produit généralement dans les climats tropicaux et elles se dissipent habituellement avant d'atteindre la Terre. Les nuages lenticulaires sont des nuages plats qui se superposent, ressemblant à des piles de crêpes dans le ciel. Ils se forment généralement en haute altitude, là où des caractéristiques géographiques, comme les montagnes ou les grands bâtiments, interrompent le flux d'air. En raison de leur forme unique, les nuages lenticulaires ont été évoqués pour expliquer certaines observations d'OVNI. À mesure que notre climat change, de nouveaux phénomènes naturels apparaissent. L'un d'entre eux est l'explosion du permafrost. L'augmentation de la température dans les zones arctiques fait fondre le permafrost. Tout comme dans les lacs gelés, des bulles de méthane sont piégées dans le permafrost.
Lorsque le permafrost commence à fondre, le gaz est libéré. Cela entraîne de grandes explosions dans le sol, qui laissent derrière elles des trous massifs. Le premier cas de ce genre a été signalé en 2013 et plusieurs autres ont été signalés depuis. Quand tu penses aux icebergs, tu penses généralement à un gros morceau de glace blanche immaculée. Mais en Antarctique, on peut trouver des icebergs rayés de couleurs vertes, bleues, jaunes et plus encore. Les différentes couleurs sont dues au fait que la glace se forme dans des conditions particulières. Le vert apparaît généralement lorsque l'eau riche en algues gèle. Les rayures bleues sont le plus souvent de l'eau fraîchement gelée. Les autres couleurs sont généralement causées par des sédiments de débris récoltés par l'eau lorsqu'elle gèle. Les nuages nacrés font partie des nuages les plus rares de la planète. Ils se produisent généralement à haute altitude et ne sont visibles que dans les 2 heures qui suivent le coucher du soleil. Ces nuages sont magnifiques et arborent des chatoiements lumineux de différentes couleurs. Mais ne te laisse pas duper, ces nuages sont en fait un spectacle assez dangereux. Les nuages nacrés sont incroyablement destructeurs pour notre atmosphère. Leur présence encourage la réaction chimique qui décompose notre couche d'ozone. Or, cette dernière est un bouclier essentiel qui nous protège des rayons nocifs du soleil. Plus elle est appauvrie, plus nous sommes menacés par le réchauffement climatique. Le dernier endroit où tu t'attends à trouver un feu naturel est au milieu d'une chute d'eau. Mais c'est plus courant que tu ne le penses. Dans le nord de l'État de New York, au milieu d'une petite chute d'eau, se trouve une flamme éternelle d'environ 20 cm de haut. Sous la cascade se trouve un suintement de gaz naturel, un gaz à faible pression qui s'échappe du sous-sol vers l'atmosphère terrestre. Le petit feu est suffisamment abrité par les rochers des embruns de la cascade pour rester allumé en permanence. Généralement, tu n'imagines pas du sable vert quand tu penses aux plages tropicales, mais à Hawaï et sur d'autres îles volcaniques du monde entier, tu trouveras des plages recouvertes de sable vert foncé. Cette couleur remarquable est due à l'érosion de l'olivine, un type de roche formé par les éruptions volcaniques à proximité. Au fil des ans, la roche s'égrène lentement pour se transformer en sable et s'échoue sur le rivage, ce qui donne ces plages aux couleurs étranges. Les pénitents sont des champs de pics de glace formés en haute altitude. Ils se produisent lorsque les rayons du soleil frappent directement la glace, la transformant en vapeur d'eau au lieu de la faire fondre. Les rayons du soleil vaporisent de petites fossettes à la surface de la neige, ce qui donne lieu à des formations pointues ressemblant à des cristaux. Les pics peuvent atteindre une hauteur de 4,50 m. Les nuages mammatus font partie des formations de nuages les plus inhabituelles et les plus distinctives. Ils peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres et donnent l'impression que le ciel a été recouvert de boules de coton. Ils sont inoffensifs, mais ils signifient souvent qu'une tempête dangereuse est proche. Alors si tu les vois, mets-toi à l'abri. Un rayon vert est un phénomène rare qui se produit brièvement au coucher ou au lever du soleil, lorsque ce dernier est presque entièrement sorti du ciel. Dans les bonnes conditions, les spectateurs peuvent être témoins d'un flash vert distinct, faisant apparaître le soleil en vert vif. Ce phénomène est dû à la réflexion de la lumière du soleil sur l'atmosphère terrestre, qui réfracte la lumière en différentes couleurs. Le soleil semble vert, mais en réalité, ce n'est qu'une illusion optique. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper.
Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte. Leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque 2 systèmes de vagues se propageant dans 2 directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains.
Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. C'est un beau samedi après-midi et tu fais tes courses dans ton supermarché habituel quand tu tombes sur un paquet gonflé dans l'allée des produits frais. Tu vérifies les informations sur le produit. Il semble avoir largement dépassé sa date d'expiration. Alors, pourquoi cette forme bizarre ? La réponse n'est pas toujours évidente. Pour certains types de produits frais, comme la viande, le poisson ou les fruits de mer, parfois même les salades et le fromage, les scientifiques ont mis au point une chose appelée MAP, pour Modified Atmosphere Packaging, soit packaging en atmosphère modifiée en français. Pour que ces types de produits à la durée de conservation relativement courte restent frais le plus longtemps possible, une combinaison de gaz est introduite dans l'emballage. Cela se produit avant même que le produit n'atteigne ton magasin. Un professeur français de l'école de pharmacie de Montpellier a mis au point cette méthode après avoir remarqué que les fruits ont tendance à rester frais plus longtemps dans des conditions de stockage à faible teneur en oxygène. Les types de gaz contenus dans les emballages MAP peuvent varier d'un produit à l'autre. Mais l'idée principale est de réduire la teneur en oxygène, généralement remplacée par de l'azote ou du dioxyde de carbone. N'oublie pas qu'un sachet de salade gonflé, même s'il n'a pas encore dépassé sa date de péremption, n'est pas forcément bon à consommer. Les gaz à l'intérieur du sac peuvent être un signe que le produit est avarié. C'est pourquoi la meilleure chose à faire lors de tes achats est de vérifier que le produit ne soit pas périmé. S'il n'a pas dépassé la date, vérifie s'il y a des odeurs inhabituelles ou si l'emballage est endommagé. Si quelque chose te semble anormal, il est préférable de ne pas prendre de risques. Tu peux t'adresser à n'importe quel employé du magasin si tu as des questions ou des inquiétudes. De nos jours, la plupart des supermarchés ont une disposition qui permet un ordre d'achat logique, comme acheter les articles non périssables en premier, puis ajouter les produits réfrigérés ou congelés, et finir par les fruits et les légumes afin qu'ils ne se retrouvent pas écrasés au fond de ton panier. Et pendant qu'on parle des fruits et légumes, essaye de les acheter le matin si possible. Ceux qui sont restés là toute la journée peuvent perdre un peu de leur forme et de leur texture, tandis que d'autres peuvent être un peu flétris. Maintenant, un petit conseil sur la gestion des déchets. N'achète jamais plus d'aliments que tu n'as l'intention de consommer en une semaine. La plupart des fruits et légumes ne durent même pas aussi longtemps. Alors, il est préférable de ne pas céder à toutes tes envies. Faire les courses l'estomac plein peut aussi t'aider. Tout comme faire les courses avec une liste préétablie des choses que tu dois acheter. Inspecter minutieusement l'emballage de chaque produit peut aussi t'épargner des tracas plus tard. Les produits réfrigérés doivent être frais ou touchés, tandis que les produits congelés doivent être solides et sans signe de fuite. Lorsque tu rentres chez toi, assure-toi de réfrigérer tous les produits qui doivent l'être dès que possible. En général, ils ne doivent pas rester hors du réfrigérateur pendant plus de 2 heures. Sinon, leur qualité risque d'en être altérée. Acheter des herbes aromatiques en pot n'est peut-être pas la première chose sur ta liste, mais c'est sûrement quelque chose à envisager.
Non seulement elles sont disponibles pour un prix modique, mais elles sont aussi faciles à cultiver et à entretenir. Imagine un joli jardin d'herbes aromatiques juste là, sur ton balcon ou même dans ta cuisine. Ne serait-ce pas agréable ? Tu auras toujours du basilic frais pour couronner un plat de pâtes. Et tant que tu es encore au magasin, n'oublie pas d'acheter des filtres à café. Tu n'as peut-être pas de machine à filtre chez toi, mais ils ont beaucoup d'autres utilisations possibles. Ils peuvent servir à filtrer les liquides, à empiler en toute sécurité la porcelaine délicate dans tes armoires, ou même à polir tes fenêtres ou tes chaussures. Si tes fruits et légumes préférés sont en solde, mais qu'acheter de grandes quantités impliquerait de les gaspiller, pense à les congeler. Tu peux faire des réserves pour les smoothies, surtout pour la saison froide, où les options sont limitées en termes de fruits frais. Et ne te contente pas d'attraper la première chose sur le rayon, surtout si elle risque de se gâter rapidement. Les magasins réapprovisionnent leurs produits selon le principe du premier entré, premier sorti. Les articles au fond de l'étagère sont donc toujours un peu plus frais. Il en va de même pour le thé si tu le préfères au café. Opte plutôt pour des feuilles de thé en vrac. Non seulement tu réduiras tes dépenses, mais tu pourras aussi faire tes propres mélanges maison. Le thé en feuilles a également un goût plus prononcé que le thé vendu en sachet. Pour ce qui est des autres articles ménagers, fais des réserves d'ampoules, de serviettes en papier et de piles. Il y a de fortes chances que tu aies un jour besoin d'un de ces articles, c'est pourquoi il est préférable de les acheter en grande quantité lorsqu'ils sont en solde. Ils ne seront jamais gaspillés et, avouons-le, c'est toujours ennuyeux lorsque la télécommande de la télévision ne fonctionne plus, mais que tu n'as plus de piles. Essaye de réduire le nombre de fois où tu vas faire des courses pour n'acheter qu'un seul article. C'est inefficace et tu finiras probablement par acheter des choses dont tu n'as pas vraiment besoin. Cette liste de courses commence à avoir beaucoup plus de sens maintenant, n'est-ce pas ? Une autre liste qui vaut la peine d'être faite, celle qui contient tout ce que tu as dans ton réfrigérateur. Essaye de créer une telle liste au moins 2 fois par semaine. Planifier tes repas au moins 1 semaine à l'avance t'aidera aussi à réduire les achats impulsifs. Si tu sais déjà ce que tu mangeras pour le dîner de mercredi, pourquoi ajouter autre chose au panier si c'est inutile ? En même temps, essaye d'être créatif avec tes restes. Pourquoi les jeter alors que tu peux les mélanger et les assortir, ou ajouter quelques herbes ou des saveurs supplémentaires pour les rendre meilleurs ? Range tes restes dans des récipients transparents pour plus de visibilité, et n'aie pas peur de prévoir un repas de restes pendant la semaine. Il est tout aussi agréable de les considérer comme des ingrédients plutôt que comme de vulgaires restes. Utilise les restes de pâtes ou de légumes cuits à la vapeur pour faire une tortilla ou une omelette. Mélange tes légumes cuits avec quelques tomates pour créer une sauce pour les pâtes. Prépare des wraps pour le déjeuner du lendemain avec n'importe quoi, du riz à la viande en passant par les légumes. Si tu cherches vraiment la méthode la plus simple pour conserver les restes, tu peux toujours les transformer en soupe. L'accompagnement de légumes de la veille au soir peut se transformer en un déjeuner sain si tu ajoutes simplement une boîte de bouillon et que tu mixes le tout. Même une miche de pain vieille de 2 jours peut être sauvée si tu la coupes en diagonale, que tu saupoudres les tranches de quelques herbes et d'huile d'olive et que tu les mets au four pendant quelques minutes. Tu auras alors de beaux croûtons faits maison pour ta soupe de reste. Un peu de jugeote en matière d'étiquette ne fait jamais de mal à personne non plus. Sois à l'affût des ingrédients dont tu n'as jamais entendu parler ou de ceux que tu ne peux pas prononcer. Il faut généralement éviter les produits dont l'emballage contient plus de 5 ingrédients. Même la façon dont tu portes tes courses au supermarché peut avoir un impact sur ce que tu achètes et comment. Si tu préfères les paniers au caddie, tu es plus enclin aux achats impulsifs. C'est ce qu'affirme une étude publiée par le Journal of Marketing Research. Cela se produit en raison de l'effort que tu fais pour transporter réellement les articles. En choisissant un caddie, tu seras probablement assez à l'aise pour évaluer suffisamment de produits et lire attentivement les étiquettes. Lorsque ta liste de courses n'est pas trop longue, opte pour la caisse automatique si elle est disponible. Des études ont montré que les achats impulsifs sont réduits jusqu'à 32% si tu dois scanner tes propres articles en sortant. C'est parce que la ligne de caisse normale est spécialement conçue pour t'empêcher de laisser des articles que tu aurais pu reconsidérer. Il n'y a littéralement aucun endroit où tu peux déposer tes articles non désirés, en dehors de ton panier, et s'il y a quelqu'un d'autre qui fait la queue derrière toi, bonne chance pour revenir en arrière. La disposition des aliments sur les étagères peut aussi représenter une menace pour ton budget et tes habitudes. Comme les gens sont plus enclins à acheter les articles qu'ils voient en premier, les produits les plus chers sont placés à hauteur des yeux et les options économiques sont placées sur les étagères du haut et du bas. Prends ton temps et scrute les allées qui t'intéressent. Tu seras surpris de voir que la plupart des articles placés sur les étagères supérieures ou inférieures sont souvent non seulement plus économiques,
mais aussi moins riche en additifs ou arômes artificiels. Bref, fais attention, les supermarchés sont une véritable jungle. Bien que le code Da Vinci ne puisse pas rivaliser en matière de mystère avec le Da Vinci Code, le déchiffrer peut offrir une protection cruciale contre de potentiels cambriolages. Ce code de la PINS consiste en une série de notes et d'alertes cryptiques que les cambrioleurs utilisent pour communiquer entre eux. Ils avertissent ainsi leurs complices des risques et périls auxquels ils pourraient se heurter en s'attaquant à une propriété spécifique. En comprenant et en décryptant le code de la PINS, nous autres, simples citoyens, pouvons efficacement protéger nos maisons et nos biens des intrus et assurer notre tranquillité d'esprit au moyen d'une sécurité renforcée. Regardez plutôt ça, un joli nain de jardin. Eh bien, s'il ne vous appartient pas et que vous ne l'avez pas placé là vous-même, c'est un agent du code Da Vinci. La police met en garde contre une tendance préoccupante qui implique le placement de nains inconnus dans les jardins des particuliers. Ce ne sont pas des cadeaux et ils ne sont pas arrivés là par erreur. Ces nains peuvent servir de signal pour des cambrioleurs potentiels, soucieux de déterminer si une maison est vide. Vous devez donc toujours rester vigilant et prendre les mesures qui s'imposent pour protéger votre propriété. Les autorités américaines rapportent qu'une bande de cambrioleurs sévissant dans le comté de Fairfax, en Virginie, s'introduit dans les maisons en utilisant des bouquets de fleurs et des bombes de peinture aérosols. Il semblerait qu'une femme se présente à la porte avec les fleurs, mais que si personne ne répond, elle retourne simplement à sa voiture. Ensuite, 2 hommes entrent par effraction et dérobent les bijoux et l'argent. Ils tâchent de rester incognito en interférant avec les caméras de sécurité des maisons. Les cambrioleurs dessinent des symboles mystérieux dans la rue pour communiquer avec d'autres criminels au sujet de cibles potentielles. Ces symboles peuvent indiquer qu'une maison est aisée, qu'elle a déjà été cambriolée ou qu'elle ne contient vraiment pas d'objets de valeur. De manière plus alarmante, ils peuvent également indiquer qu'une femme seule et vulnérable vit dans cette maison ou que le maître des lieux est particulièrement crédule ou facile à effrayer. La police est parvenue à déchiffrer la signification de plusieurs de ces symboles. Par exemple, un X suggère que la maison ferait une bonne cible, tandis qu'un X entouré d'un cercle indique qu'il n'y a rien à voler à l'intérieur. Un D majuscule barré signifie que s'introduire dans la maison est trop risqué, tandis que 5 cercles arrangés en étoiles indiquent une maison de riche. Des symboles supplémentaires peuvent révéler si une maison est équipée d'un système d'alarme ou a déjà été cambriolée. Ces signes ne sont pas les seules choses qu'il faille surveiller. Méfiez-vous des démarcheurs inconnus qui peuvent sembler hésitants ou suspects lorsqu'ils frappent à votre porte. S'ils ne sont pas en mesure de vous présenter une pièce d'identité officielle ou une raison valable de leur présence, il est préférable de rester vigilant. Soyez prudent avec quiconque prétend représenter une entreprise de service sans pouvoir vous en apporter la preuve. Il pourrait avoir des raisons bien plus sinistres de vouloir accéder à votre maison. Il est important de rester à l'affût de ce qui se passe autour de vous, en particulier en ce qui concerne les gens louches qui pourraient rôder autour de votre domicile. Gardez un œil sur quiconque semble traîner près de votre maison, griffonner des notes suspectes, ou simplement observer votre propriété avec un peu trop d'intérêt. Ce comportement pourrait indiquer que quelqu'un surveille vos faits et gestes, peut-être en quête de failles ou de vulnérabilité dans la sécurité de votre domicile. Assurez-vous de signaler tout comportement suspect aux autorités et prenez les précautions nécessaires pour vous protéger, vous et vos biens, contre d'éventuelles menaces. De plus, méfiez-vous de ces individus qui prétendent réaliser des sondages ou des études de marché. Si certains sondages sont plus ou moins légitimes, les escrocs pourraient très bien s'en servir comme moyen de collecter des informations sur votre domicile et vos habitudes quotidiennes. Méfiez-vous également des associations caritatives qui semblent plus intéressées par votre maison que par vos dons ou votre obédience. Ce pourrait être révélateur d'une potentielle arnaque. Faites également preuve de vigilance avec tout véhicule inconnu qui tourne dans votre quartier, car il pourrait être en train de repérer des cibles potentielles. Si vous retrouvez votre boîte aux lettres bourrée de tracts ou de prospectus, ce pourrait être le signe que quelqu'un garde un œil sur votre maison ou essaie de recueillir des informations. Les cambrioleurs peuvent tenter de provoquer un faux accident pour vous inciter à quitter votre maison. Soyez prudent et ne tombez pas dans le piège. En cas de doute, n'hésitez pas à composer le 112. De plus, méfiez-vous de ces appels téléphoniques étranges, où votre correspondant ne dit pas un mot. Si vous recevez des appels répétés de ce type, ce pourrait être un signe que votre maison est ciblée par des cambrioleurs qui veulent savoir si vous vous trouvez bien là. Trouver un prospectus de pizzeria ou un journal sous votre paillasson peut également laisser entendre que votre maison est surveillée. Si ces choses ont été laissées pendant la nuit, cela pourrait laisser de potentiels intrus savoir que la maison est vide.
Assurez-vous de les faire disparaître dès votre retour. Adrian Pritchard, autrefois l'un des criminels les plus recherchés de Nouvelle-Zélande, se consacre désormais à aider les gens à se prémunir des cambriolages qu'ils commettaient autrefois. Pritchard a passé une décennie à commettre toutes sortes de larcins, parmi lesquels des centaines de cambriolages qui ont débuté alors qu'il était encore enfant. Plus de 20 ans après sa dernière libération de prison, Pritchard, qui a maintenant la cinquantaine, aimerait partager ses connaissances en matière de prévention du crime. Pritchard et ses associés effectuaient de leur surveillance pendant la journée et s'introduisaient dans les propriétés la nuit. Ils utilisaient diverses techniques afin d'explorer les maisons et les commerces, sans être détectés. De plus, ils se livrèrent parfois à des actes de pur vandalisme, comme retourner intégralement la maison d'une victime par bravade. Aujourd'hui, Pritchard réside à Hawke's Bay, avec ses 3 filles, et se consacre à aider ses voisins à se prémunir des cambriolages. En s'appuyant sur ses expériences passées, il offre de précieux conseils sur la sécurité domestique, comme investir dans des caméras de surveillance, garder les objets de valeur loin des fenêtres, et éviter des cachettes trop communes pour les doubles de clés. Pritchard souligne par ailleurs l'importance d'avoir un bon verrou et de vider régulièrement sa boîte aux lettres. Du fil barbelé peut apporter une mesure de sécurité supplémentaire. À travers ses efforts pour éduquer les propriétaires, il s'efforce de leur empêcher de subir les mêmes outrages qu'il a autrefois infligés à d'autres. Rentrer chez soi, dans une maison fraîche et bien rangée après les vacances, est toujours un profond soulagement. Mais il est important de se rappeler qu'une maison parfaitement impeccable peut signaler à d'éventuels cambrioleurs que personne ne se trouve là. Tâchez de laisser quelques objets du quotidien en vue, comme une planche à repasser avec une pile de vêtements qui doivent être repassés. Cela donnera l'impression que vous venez de sortir à l'instant au lieu de vous absenter pour une longue période. De plus, vous ne devriez jamais publier d'informations sur vos vacances sur les réseaux sociaux. Et il est recommandé de ne pas inscrire vos dates de voyage sur des calendriers trop visibles, car cela peut donner aux criminels une fourchette précise pour planifier leurs actions. Pour donner l'impression que quelqu'un est toujours à la maison pendant votre absence, vous pouvez demander à un ami de garer sa voiture dans votre allée ou de laisser la radio allumée à plein volume. Il serait également judicieux de demander à quelqu'un de fermer et d'ouvrir vos rideaux ou vos stores pour donner l'impression que la maison est occupée. Assurez-vous également de supprimer toute trace évidente de votre absence, comme une enveloppe étiquetée « Argent des vacances », et demandez à un ami de déplacer les choses dans votre maison de temps en temps. Il est très important de veiller sur les maisons de vos amis ou de vos voisins qui pourraient être incapables de le faire eux-mêmes, en raison d'une hospitalisation ou d'un déplacement professionnel. Des tâches simples comme tondre la pelouse, relever le courrier et même sortir vos propres poubelles peuvent aider à dissuader les cambrioleurs potentiels en donnant l'impression que quelqu'un est toujours présent. Rafraîchir l'apparence de la maison, en remplaçant ses rideaux décolorés ou en taillant le jardin, peut également aider à prévenir les effractions. Maintenant, si vous remarquez l'un de ces signes caractéristiques ou si vous êtes méfiant à l'égard de toute activité de porte-à-porte, il est important de savoir contacter les autorités pour qu'elles vous viennent en aide. Privilégiez toujours votre sécurité et celle de votre domicile, en restant vigilant et en prenant les précautions appropriées. Rappelez-vous, bien que ces signes n'indiquent pas toujours une activité criminelle, ils devraient toutefois vous inciter à prendre les mesures qui s'imposent. Tu veux faire un high five à une créature marine ? Eh bien, lève ta nageoire, ou plutôt ta main, pour le poisson à main rouge de Tasmanie. Ce poisson ne nage pas, il marche. Il utilise ses mains en forme de nageoire pour se promener sur le fond de l'océan, et il est très souvent dérangé par les nageurs et les bateaux. Certaines personnes veulent même les rapporter comme animaux de compagnie, mais il vaut mieux leur faire un simple signe de la main et continuer à nager. Le vampire des abysses. Son nom scientifique est Vampiroteuthis infernalis, ce qui se traduit par « calmar vampire de l'enfer ». Rien que ça. Ce calmar semble avoir pour but de terrifier tout le monde avec son nom, sa couleur rouge foncé, ses pics et le fait effrayant qu'il peut se retourner de l'intérieur comme une chaussette. Il adore se donner en spectacle, mais il est aussi inoffensif qu'un chaton pour les humains. C'est comme si Dracula te faisait peur, mais qu'il n'avait pas de croc pour sucer le sang. Le vampire des abysses se nourrit de particules alimentaires provenant de plantes et de matières animales flottant près de la surface de l'océan. Comme ce n'est pas un prédateur, il a besoin d'une stratégie défensive efficace. Et son apparence vampirique est conçue pour éloigner les grosses créatures qui veulent le manger. Se rétracter est aussi un mécanisme défensif car les zones hérissées de la peau intérieure sont plus intimidantes.
Il expulse également une substance qui n'a pas de couleur, mais qui est remplie de particules bioluminescentes pour distraire les prédateurs. Le marsouin du Pacifique. Partir en croisière au large des côtes du Mexique semble être la recette des vacances parfaite. Le soleil, l'eau turquoise, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi ? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux, mais ne t'attends pas à ce qu'il reste dans les parages pour dire bonjour ou signer des autographes. Il est incroyablement timide. Cette petite vache, qui est la signification de son nom en espagnol, vaquita, est un minuscule mammifère marin. Avec ses marques noires autour des yeux, elle ressemble plutôt à un panda des mers. En voir un est une chance. Ils sont au bord de l'extinction, surtout parce qu'ils se prennent accidentellement dans les filets de pêche. On estime qu'il n'en reste que 10 à l'état sauvage. Le dragon bleu. Cette petite créature a l'air de sortir d'un film fantastique pour enfants. Il s'agit du Glaucus atlantique, appelé aussi dragon bleu ou hirondelle de mer, que l'on peut trouver dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. C'est une sorte de mollusque et il ne mesure que 3 cm de long. Ce que tu crois être son dos est en fait le ventre brillant du mollusque. Il flotte régulièrement sur le dos pour que ses couleurs bleues l'aident à se camoufler dans les vagues. Le dragon bleu n'est pas seulement joli, il est aussi intelligent. Il se nourrit généralement de la galère portugaise, également connue sous le nom de physalie. Le dragon bleu stocke les cellules urticantes de cette dernière pour les utiliser plus tard. En quelque sorte, il vole ainsi ses mécanismes défensifs. Lorsque le dragon bleu est menacé, il libère les cellules urticantes qu'il a stockées et les dirige vers l'ennemi pour le piquer avec une puissance supérieure à celle de la physalie. Comme il peut stocker une énorme quantité de cellules urticantes, il peut être une menace pour les humains. Alors si tu en vois un, ne le ramasse pas, il est préférable de l'admirer de loin. Le revenant vit dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Tu te demandes peut-être pourquoi un poisson a une tête transparente. C'est une bonne question. Depuis que l'espèce a été découverte en 1939, on croyait que ce poisson était doté de tels yeux pour voir droit devant lui sans pouvoir faire aucun mouvement. On supposait donc que sa vision était un tunnel. Mais les scientifiques Bruce Robinson et Kim Reisenbichler de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay ont récemment découvert que le poisson peut déplacer ses yeux verticalement au travers du haut de sa tête translucide et ainsi remarquer s'il y a des prédateurs ou des proies à proximité. La tête transparente permet aussi à plus de lumière d'entrer pour qu'il puisse mieux détecter les proies. On pense que le revenant se nourrit de méduses et de petites espèces de poissons. Si tu plonges dans l'océan la nuit, tu auras peut-être la chance de voir comment le corallimorphe boule orange s'épanouit dans l'obscurité. Mais assure-toi d'être rapide, car dès que tu allumeras ta lampe de poche pour le regarder, il rétractera ses tubes à l'intérieur. Le mégalodon. Le requin-baleine n'est pas le plus grand requin connu des humains. Si toutes les espèces de requins formaient un royaume, le mégalodon préhistorique en serait le souverain incontesté. Le mégalodon parcourait l'océan il y a très longtemps. Il y a environ 15,9 à 2,6 millions d'années entre le début du Miocène et la fin du Pliocène. Bien qu'il ait disparu depuis longtemps, les gens sont toujours étonnés d'apprendre l'existence de ces gigantesques créatures marines. Le mégalodon pouvait atteindre une longueur de 14 à 18 mètres et ses mâchoires de plus de 1,8 mètre de large. Un fossile d'une dent ayant appartenu à un mégalodon mesurait 18 cm. Il est rassurant de savoir que ces animaux ont disparu depuis longtemps, mais il y a encore des aventuriers qui espèrent rencontrer ce monstre un jour. La pieuvre Dumbo. Cette adorable créature, ou effrayante créature, tout dépend de la façon dont tu la vois, est officiellement appelée Grimpotetis. Plus simplement, on l'appelle la pieuvre Dumbo, du nom du personnage de Disney. Bien que Dumbo, l'éléphant, pas la pieuvre, ait été moqué pour ses grandes oreilles, il est très peu probable que cette pieuvre soit moquée par ses voisins aquatiques. Ce sont les pieuvres les plus profondes, qui vivent dans les profondeurs les plus abyssales de la mer, et tu sais à quel point cet endroit est effrayant. Elles ne mesurent qu'environ 20 cm et passent leur journée à déambuler juste au-dessus du fond en mangeant des escargots, des vers et d'autres aliments qu'elles trouvent dans le courant ou dans les grands fonds. Il existe près de 17 espèces de pieuvres Dumbo et elles ont toutes des différences de taille, de couleur et de parties du corps. Si tu ne te lasses pas des animaux étranges, tu seras heureux d'apprendre que les profondeurs de la mer ont à peine été explorées par les humains. Alors garde l'œil ouvert. D'autres animaux fascinants des profondeurs seront certainement découverts à l'avenir.
l'ange de mer. Ces créatures marines ont l'air plutôt mignonnes, mais leur régime alimentaire, lui, ne l'est pas. Leur nourriture préférée sont les papillons de mer. Ils leur tendent des pièges à mucus et les attendent pour les prendre en embuscade. La crevette anémone squat. Cette crevette est minuscule, elle ne mesure que 1,3 cm de long. Elle est aussi connue sous le nom de crevette danseuse à cause de son comportement particulier. Lorsqu'elle est agitée, elle soulève son derrière au-dessus de sa tête et fait une petite danse. Les plongeurs disent aussi qu'elle saute volontiers sur leurs mains et les nettoie. Le crabe de cocotier. Ce crustacé peut sembler assez effrayant, surtout lorsque le soleil se couche. Les crabes de cocotier adultes mesurent environ 90 cm de long. Ils ressemblent à des Bernard l'ermite qu'on aurait laissé grandir. Leur nourriture préférée est la noix de coco, mais ils peuvent aussi chasser des lézards et même de grands oiseaux. L'avocette ruban. L'avocette ruban est une créature mince et longue qui reste un mystère pour les scientifiques marins. Elle mesure 122 cm de long et possède au moins 750 os dans sa colonne vertébrale, ce qui est beaucoup plus que n'importe quel autre animal dans le monde. La plume de mer. La plume de mer mesure 2,2 mètres de long et il en existe de nombreuses variétés, mais la plupart d'entre elles ressemblent effectivement à un stylo ou à une plume. La ressemblance est encore plus frappante lorsque l'animal a son bulbe rempli d'eau qu'il ancre au sol. Le ver tapis persan. Cette créature ressemble effectivement à un tapis, bien qu'elle soit très petite en comparaison, ne mesurant que 10 cm de long. Capable de devenir à la fois mâle et femelle, il ne s'accouple pas vraiment avec les autres vers. Il se bat plutôt avec eux pour porter la progéniture. L'escargot de langue de flamand. Les touristes aiment ces escargots extraordinaires pour leur jolie couleur, pensant qu'il s'agit d'un coquillage. Mais en réalité, le coquillage est assez terne et caché sous des tissus mous colorés. Ces escargots mangent les parties molles et toxiques des coraux et stockent leurs toxines pour se protéger. Aujourd'hui, je vais te parler de créatures qui avaient des caractéristiques uniques, leur permettant d'atteindre des tailles incroyables. Elles font partie des animaux les plus impressionnants qui aient jamais existé sur notre planète. L'Argentinosaurus est un genre de dinosaure sauropode qui vivait il y a environ 94 à 97 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud. Les scientifiques pensent qu'il s'agissait de l'un des plus grands animaux terrestres de tous les temps, avec une longueur pouvant atteindre 30,5 mètres et un poids pouvant aller jusqu'à 100 tonnes. Un fermier est tombé sur un os de jambe géant alors qu'il s'occupait de son bétail. C'est ainsi qu'il a découvert les premiers fossiles de l'Argentinosaurus en Argentine en 1987. Des fouilles plus poussées ont permis de découvrir d'autres ossements, révélant un dinosaure massif qui aurait éclipsé la plupart des autres animaux de son époque. Le Spinosaurus, qui signifie lézard à épines, est un genre de dinosaure théropode qui vivait il y a environ 112 à 97 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord. On pense qu'il s'agissait de l'un des plus grands dinosaures carnivores ayant jamais existé, avec une longueur allant jusqu'à 18,3 mètres et un poids allant jusqu'à 23 tonnes. Le Spinosaurus est connu pour la structure allongée de son dos qui ressemble à une voile. Elle servait probablement à la thermorégulation. Il possédait également de longues mâchoires, semblables à celles d'un crocodile, garnies de dents acérées. Cela lui permettait d'attraper et de manger de grosses proies, comme des poissons, des crocodiles et d'autres dinosaures. Les premiers fossiles du Spinosaurus ont été découverts en Égypte en 1912. Le grand cachalot est une espèce de baleine à dents qui est le plus grand prédateur à dents de la planète. Il possède également le plus grand cerveau de toutes les espèces animales. On le trouve dans les océans du monde entier et il peut plonger jusqu'à 2133 mètres de profondeur à la recherche de nourriture. Les grands cachalots se reconnaissent facilement à leur tête massive, en forme de bloc, qui peut mesurer jusqu'à 1/3 de la longueur totale de leur corps. Leur peau est brun foncé ou gris-bleu et ils ont un aspect ridé caractéristique. Le Titanoboa est un genre éteint de serpents géants qui vivait il y a environ 60 à 58 millions d'années. Il est considéré comme le plus grand serpent connu à ce jour. Il pouvait atteindre 12,8 mètres de long et pesait environ 1134 kg. Les premiers fossiles du Titanoboa ont été découverts dans une mine de charbon en Colombie en 2004. Cette découverte a été très importante, car elle a permis de mieux comprendre la taille et le comportement des serpents à l'époque du Paléocène,
ainsi que le climat et l'écosystème de l'époque. La baleine bleue, Balaenoptera musculus, est le plus grand animal de la planète, mesurant jusqu'à 30,5 mètres de long et pesant jusqu'à 200 tonnes. Ces mammifères marins vivent dans les océans du monde entier et peuvent vivre jusqu'à 90 ans. Les baleines bleues ont un corps long et fuselé, généralement de couleur bleu-gris avec des motifs tachetés. Elles possèdent une petite nageoire dorsale et 2 nageoires pectorales qui font environ un tiers de la longueur de leur corps. Les rorquals bleus se nourrissent de minuscules créatures ressemblant à des crevettes, appelées krill, et ils en mangent beaucoup. Un seul rorqual bleu adulte peut manger jusqu'à 3630 kg de krill en une journée. Le Litzichthys est un genre éteint de grands poissons osseux qui vivaient pendant la période jurassique, il y a environ 165 à 155 millions d'années. On pense qu'il s'agit de l'un des plus grands poissons ayant jamais existé. Selon certaines estimations, il aurait pu atteindre une longueur de 15 à 17 mètres. Les premiers fossiles de Litzichthys ont été découverts en Angleterre au XIXe siècle. Et des découvertes plus récentes ont été faites dans d'autres régions d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Malgré sa taille gigantesque, le Litzichthys était un filtreur, semblable au requin-baleine actuel, et se nourrissait probablement de plancton et d'autres petits organismes. Pour ce faire, la créature nageait simplement avec son énorme bouche ouverte, filtrant l'eau à travers ses branchies. Le Ptérodaustro est une espèce éteinte d'oiseaux ressemblant à des flamants roses qui vivaient il y a environ 70 à 35 millions d'années. Il s'agissait d'oiseaux relativement petits, d'une envergure d'environ 60 à 90 cm, connus pour leur bec long et étroit, équipés de structures en forme de peigne utilisées pour l'alimentation par filtrage. Le Ptérodaustro vivait dans des étendues d'eau peu profondes, comme les lacs et les lagunes, et se nourrissait principalement de petits crustacés et d'autres organismes minuscules. L'animal les filtrait de l'eau à l'aide des structures en forme de peigne situées à l'intérieur de son bec, tout en nageant dans l'eau. L'éléphant d'Afrique est le plus grand animal terrestre de la planète et l'un des plus reconnaissables. Il existe 2 espèces d'éléphants d'Afrique, l'éléphant de savane et l'éléphant de forêt. On les rencontre dans différentes régions de l'Afrique subsaharienne. Ces animaux sont reconnaissables à leur grande taille, à leur peau grise et à leur longue trompe. Les éléphants d'Afrique peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de haut et peser entre 3173 et 6349 kg en fonction de l'espèce et du sexe de l'animal. Quelque part dans les profondeurs de l'océan, il existe un prédateur dont Dracula lui-même serait fier. Cette créature est apparue bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre. Elle n'a ni os ni mâchoire, mais cela ne l'empêche pas de chasser. Ce parasite qui ressemble à une anguille porte le nom de lamproie du Pacifique. Le roi Henri Ier d'Angleterre aimait tellement ce poisson qu'il s'en régalait contre l'avis même de ses médecins. Et il tombait malade à chaque fois. Mais comme il n'a pas d'arête et qu'il a un goût de beefsteak, il ne pouvait pas s'en passer. La conséquence de cette passion gastronomique fut un refroidissement de son corps âgé, une sudation abondante et d'autres symptômes effrayants qui finirent par l'emporter et interrompre ses 35 ans de règne. La lamproie est une championne de la survie. Elle a en effet traversé au moins 4 extinctions massives. Ses ancêtres ont évolué sur plus de 450 millions d'années. Il existe aujourd'hui une quarantaine d'espèces de lamproies dans le monde entier. La lamproie du Pacifique n'est que l'une d'entre elles. Ces créatures ont du cartilage à la place des os et un 3e œil, un organe qui leur permet de détecter la lumière située sur le dessus de leur tête. Au lieu d'une mâchoire normale, elles ont une bouche en forme de ventouse bordée de dents. Cette bouche est parfaite pour s'accrocher aux proies et absorber les fluides corporels, comme le font les vampires. Une fois qu'elles ont choisi une victime, elles en aspirent la substance, et il est presque impossible de les en séparer. Les scientifiques pensent que les lamproies du Pacifique ne se nourrissent pas de chair. Les femelles pondent jusqu'à 200 000 œufs, qui restent dans des nids d'eau douce pendant 3 à 4 semaines. Une fois que les larves ont éclos, elles s'enfoncent dans les sédiments et vivent sous le sable pendant une dizaine d'années. À l'adolescence, ces petites Draculas refont surface et migrent de leur rivière jusqu'à l'océan Pacifique. Ce voyage n'est pas des plus faciles, et il leur faut modifier leur apparence et leur physiologie pour s'adapter à l'énorme changement de salinité.
Après plusieurs années, les lamproies retournent à l'eau douce pour se reproduire. Les lamproies du Pacifique utilisent les traces chimiques que laissent derrière eux leurs congénères, afin de trouver leur chemin migratoire. Elles peuvent parcourir des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, à la recherche de l'endroit idéal pour le frai et l'élevage. Ce n'est pas toujours le même endroit que celui où elles-mêmes sont nées. De nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères et de poissons apprécient la chair grasse de la lamproie. Cela en fait un animal très important pour les écosystèmes d'eau douce et d'eau de mer. Il y a un autre type de lamproie, la lamproie marine, originaire de l'océan Atlantique. Elle n'est pas très dangereuse lorsqu'elle est chez elle, mais dans les grands lacs, c'est une véritable menace pour les 4 espèces endémiques de lamproie. La lamproie marine est jusqu'à 4 fois plus grosse que l'espèce lacustre. Elle dispose d'une nourriture et de frayères illimitées et n'a pas de prédateur naturel, si bien qu'elle devient ambitieuse. Elle sécrète une enzyme qui empêche le sang de coaguler. Une fois qu'elle s'est attachée à un poisson peu méfiant, elle passe les mois suivants à s'en nourrir. Et même si le poisson réussit à s'en débarrasser, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. La plaie que lui aura causée le prédateur finira par le tuer. Les lamproies marines ne s'intéressent pas aux humains, mais elles peuvent parfois s'accrocher à un nageur. Ce n'est pas mortel, mais la sensation n'est pas des plus agréables, et il faut désinfecter la plaie immédiatement. La méduse boîte australienne semble inoffensive, mais on la considère comme l'animal marin le plus venimeux qui soit. Contrairement aux autres types de méduses qui flottent au gré du courant plutôt que de nager, cette créature peut atteindre une vitesse impressionnante et choisir sa propre direction. Ses tentacules sont recouverts de minuscules dards chargés de poison. Les personnes et les animaux qui ont la malchance de toucher ces tentacules subissent des complications effrayantes, voire mortelles, en l'espace de quelques minutes. Avant de vous décider à ne plus jamais retourner dans l'océan, sachez que seules quelques espèces de méduses boîtes sur la 50aine existantes ont un venin mortel pour l'homme. On trouve des espèces dans les eaux côtières tempérées du monde entier, mais les plus dangereuses vivent dans la région de l'Indo-Pacifique et dans le nord de l'Australie. Les pieuvres à anneaux bleus se distinguent par leur couleur psychédélique et leur capacité à vous ôter la vie. Ce monstre marin qui a l'air si mignon aime passer son temps dans les fonds meubles et sablonneux, les bassins peu profonds et les récifs coralliens. Il se cache généralement dans les crevasses sous-marines, parmi les coquillages et les débris. Si vous le dérangez, ce poulpe activera ses minuscules organes qui changent de couleur et vous montrera sa belle couleur bleue en signe d'avertissement. Ensuite, il libérera un venin 1000 fois plus puissant que le cyanure. Ce venin est plus toxique que celui des mammifères terrestres. La pieuvre l'utilise normalement pour chasser les crabes, les crevettes et les petits poissons qu'il picore de son bec et qu'il paralyse. Il n'existe pas d'antidote connu pour ce venin. Par conséquent, si vous apercevez cette créature marine, le mieux que vous puissiez faire est de ne pas vous en approcher. Comme sa morsure est sans douleur, vous risquez de vous en apercevoir trop tard. La bonne nouvelle, c'est que cet animal n'est pas agressif et qu'il ne s'attaquera pas à vous, sauf s'il se sent menacé. Le poisson-pierre est un maître du déguisement dans le monde sous-marin. Il se camoufle sur les rochers, les récifs coralliens ou se fond simplement dans son décor aquatique. Il prospère dans les eaux marines tropicales de l'Indo-Pacifique. Son super pouvoir d'invisibilité le rend particulièrement dangereux pour ses victimes potentielles, qu'il prend en embuscade et avale tout rond. Si quelqu'un le dérange, ses 13 épines dorsales défensives se dressent et libèrent un puissant venin. On dit que les piqûres de poisson-pierre sont très douloureuses et qu'elles entraînent des conséquences effrayantes en l'espace de quelques minutes. On le considère comme le poisson le plus venimeux du monde. Si vous n'agissez pas rapidement, vous pourriez y laisser votre peau. Si vous faites de la plongée dans l'océan Pacifique, veillez à ne pas ramasser de cônes sur le fond marin. Ces mollusques possèdent de belles coquilles aux motifs brun, noir ou blanc. Comme la plupart des mollusques, ils sont lents, mais ils ont leur méthode pour trouver des proies. Ils se nourrissent de poissons, de vers marins ou même d'autres mollusques. Lorsqu'un cône perçoit une victime dans son voisinage, il active sa trompe acérée, une protubérance en forme d'aiguille qui sort de sa bouche. L'attaque est rapide et très puissante. La victime n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Une fois qu'elle ne peut plus bouger, le cône l'avale tout rond. L'homme ne fait pas partie de son menu, mais il pourra en être victime si l'animal se sent menacé. Sa trompe peut même traverser des gants épais. Heureusement, sur plus de 700 espèces de cônes, seules quelques-unes peuvent tuer un être humain. Mais comme il n'existe pas d'antivenin, mieux vaut ne pas prendre de risques.
Les 52 espèces connues de serpents de mer qui vivent principalement dans les eaux tropicales chaudes de l'océan Indien et de l'océan Pacifique sont venimeuses. Le serpent de mer à bec détient même le titre de serpent le plus venimeux au monde. Mais c'est l'une des rares espèces à pouvoir représenter une menace réelle pour l'homme. Les serpents de mer préfèrent vivre en paix et s'éloigneront généralement plutôt que de se confronter à un adversaire. Si vous en apercevez un dans l'eau, restez calme et déplacez-vous lentement, cela vous sauvera la vie. Les morsures de serpents de mer, bien que relativement indolores sur le moment, peuvent avoir des conséquences assez graves. Certaines n'entraînent que des symptômes bénins, mais d'autres peuvent avoir de sérieuses conséquences. La plupart des cas de morsures sont accidentels. Par exemple lorsqu'un pêcheur libère des serpents de son filet, ou qu'un baigneur peu méfiant s'aventure là où il ne devrait pas. Les dragons bleus dépassent rarement la taille d'un grain de raisin. Ils aiment nager sur le dos. Leurs belles couleurs bleues se font alors dans le bleu de l'océan, et leur face antérieure, argentée, dans les fonds marins plus sombres. Le dragon bleu se nourrit d'une autre créature dangereuse, la galère portugaise, et accumule ses cellules urticantes. Son venin reste actif même après la mort du poisson. C'est pourquoi vous devez être très prudent et ne jamais en ramasser un ou marcher dessus sur la plage.